pour des décès ou des suicides, ou différents autres thèmes comme le harcèlement, la manipulation ou des audits. Donc tout ça est relié sur un site qui s'appelle ATP, mais c'est site TSCI. TSCI, c'est Technique Schématique de Communication Intégrative, on le verra aujourd'hui, c'est fait par des schémas. Donc sur ce site est détaillé en même temps le côté des particuliers, le côté de la thérapie pour les entreprises, pour les expatriés, parce que j'ai travaillé longtemps en Outre-mer. La technique, la TSCI, qui est une technique de schéma que l'on verra aujourd'hui, qui est faite simplement par des schémas, mais que je dessine, ça c'est des schémas qui sont finis, mais je les dessine trait par trait pour expliquer, pour trouver des solutions aux problématiques. Donc souvent c'est des schémas qui parlent d'une relation. Donc toute relation entre l'intuition et la raison, entre le masculin et le féminin, entre un parent et un enfant, entre moi et un projet, entre moi et une peur, moi et une société, moi et quelque chose qui existe ou quelque chose qui n'existe pas. À tout instant on fait une relation, donc souvent on peut trouver la solution dans la relation que l'on a en soi. Et en gros c'est mon ennemi et mon ami. Ça veut dire que dans toutes les relations qui peuvent m'être désagréables ou éventuellement agréables, je peux trouver des effets miroirs, projections, transferts, qui parlent de moi à tous ces instants. Donc aussi bien dans des éléments, dans des repères horizontaux que dans des repères verticaux, donc avec une hiérarchie ou avec un complémentaire. Donc, le vidéoprojecteur ne va pas à la vitesse que je veux. Voilà, ça va se faire au fur et à mesure. Ça, c'est un schéma qui explique aussi qu'on est à la fois actif-passif. Donc on verra tout ça au fur et à mesure quand c'est lié, si c'est lié au domaine aujourd'hui de l'addiction. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la TSCI, Technique Schématique de Communication Intégrative. Et maintenant, si on revient au sujet de la conférence, qui est beaucoup plus lié à l'addiction. Donc par rapport à cette addiction, une façon de regarder, c'est déjà de séparer le bébé et l'eau du bain. Le grain est livré, donc on sépare les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie qui nous concerne, une partie qui ne nous concerne pas. Même si le résultat, il est qu'on est en addiction, il faut pouvoir séparer les choses. Ça veut dire qu'il y a une partie sur laquelle je peux m'en séparer mentalement, il y a une partie de laquelle je peux m'en séparer émotionnellement, une partie de laquelle je peux me séparer physiquement. Donc tout le travail que l'on verra, quel que soit le travail, donc ici, par rapport à l'addiction, on a besoin de pouvoir prendre la distance à différents niveaux. Certaines personnes y arrivent simplement par l'intellect, donc à comprendre la problématique qu'ils ont. D'autres ont besoin de passer plus profondément dans les émotions, et d'autres encore plus profondément au niveau du physique, pour se séparer d'une addiction. Mais souvent, l'addiction est liée à ce que l'on peut voir dans un certain domaine de la surconsommation. Et la surconsommation, c'est quelque chose, c'est un fait de société. Donc la société nous pousse à la surconsommation. Donc pour se débarrasser en même temps d'une addiction, c'est bien de pouvoir faire un tri et un travail sur plusieurs petites problématiques. Une seule, généralement, ne suffit pas. Il faut pouvoir faire le même travail similairement dans plusieurs domaines de sa vie, qui est lié à ce que la société nous emmène dans cette surconsommation. Donc comment se sortir ou aider quelqu'un que l'on connaît, un partenaire ou quelqu'un de sa famille, à changer, parce qu'on verra qu'il y a différents types d'addictions, et ça peut être une addiction, ça peut être aussi une habitude. On va voir au niveau des définitions ce que ça donne. Donc les techniques, on va regarder quelles sont les techniques qui existent, et en même temps celles que vous avez pu connaître ou aborder ou même essayer. Donc si on va un petit peu plus loin, par rapport à la dépendance. Donc la dépendance est une conduite qui repose sur une envie répétée ou irrépressible. Donc les personnes qui essayent se trouvent dans cette difficulté-là et essayent, c'est-à-dire sont soumis à cette addiction, et en dépit de la motivation et des efforts du sujet, pour s'y soustraire, ils ont des difficultés. Donc on verra que la motivation est importante, l'environnement est important, et que les efforts sont plus ou moins possibles en fonction de plusieurs facteurs externes. Si on essaye sans mettre tous les atouts de notre côté, ça sera beaucoup plus difficile que si on met un seul élément, atout, au fur et à mesure, jour par jour. Il vaut mieux pouvoir rassembler toutes les conditions possibles. Après, il y a des personnes
tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent par d'autres chemins. Donc, même le chemin le plus difficile ou le moins conseillé, il y a des gens qui peuvent y arriver par ce chemin-là, parce que c'est leur méthodologie, ou parce que c'est un extrême. Et certaines personnes, donc, ne rentrent pas dans les troncs communs, ils peuvent passer par des extrêmes pour arriver à sortir d'une addiction. Donc, le sujet se livre à son addiction. Donc, ça peut être, souvent, c'est avec quelque chose d'extérieur. Donc, ça peut être des drogues, ça peut être de l'argent. On va voir au fur et à mesure les autres éléments. Malgré la conscience aiguë, donc le travail qu'il a pu faire intellect, il peut avoir des difficultés par rapport à des abus ou des pertes de liberté, c'est-à-dire, quelque part, être dirigé par ses émotions, par son cœur, par son corps, ou par, au fond de lui, par ses cellules qui sont en manque, qui éprouvent une certaine mémoire, et qui font que c'est le corps qui domine, c'est la matière qui domine l'esprit. Donc les problèmes engendrés par une addiction peuvent être d'ordre physique, psychologique, en même temps émotionnel, relationnel, et ainsi de suite. Donc ça peut engendrer différentes problématiques dans différents domaines, des fois dans un seul, mais des fois dans 2 domaines, ou des fois dans 3 domaines. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, et ainsi de suite. Donc il peut y avoir une dégradation progressive et continue, qui fait que la personne, suivant le type d'addiction qu'elle a, elle peut être amenée à se détruire fortement à différents degrés, à différents niveaux, et qui peuvent lui être préjudiciables dans sa vie, dans les acquis qu'elle a menés, aussi bien physiquement ou par exemple financièrement, ou dans son travail, ou dans ses relations, et elle peut perdre différents degrés d'acquisition par rapport à ses addictions. Le terme addiction est de son étymologie latine, donc dire à, ça veut dire que dans les civilisations romaines, les esclaves n'avaient pas de nom propre et étaient dits de dépendance, donc par rapport à la liberté. C'est-à-dire que l'addiction fait qu'on est soumis à et on est sous dépendance. On n'est pas indépendant. Donc c'est pour ça que si on veut se libérer d'une addiction, c'est bien d'apprendre à se libérer d'autres éléments de sa vie qui peuvent être des choses que l'on n'a pas considérées comme addictifs, mais qui le sont addictifs. Par exemple, la jalousie, si on pousse plus loin, est une forme d'addiction, puisque l'addiction à des personnes, ou un métier, ou un travail, fait que l'on peut devenir jaloux. Donc on a découvert des virus physiques, mais on n'a pas encore mis matériellement en exergue les virus psychologiques ou émotionnels, mais c'est la même chose, il existe ces virus à différents niveaux. C'est la même chose au niveau des addictions. Il n'y a pas que les addictions qu'on connaît. Une addiction, c'est, on va le voir au fur et à mesure, quelque chose que l'on ne peut pas se passer durant un certain temps. Donc c'est au moins 3 semaines. Donc l'addiction comme un mode d'utilisation inapproprié, donc inapproprié parce qu'on sait que c'est souvent destructeur. Au début, beaucoup moins, parce que suivant le dosage que l'on prend, au début c'est pas si grave que ça. Mais il faut toujours regarder la chose à grande ampleur, c'est-à-dire que si on regarde entre 2 eaux, si on voit la situation bon an mal an, entre 2 eaux, et qu'on ne pousse pas notre acte à l'extrême, c'est difficile de voir si c'est une addiction ou pas. Donc d'un produit, ou d'une situation, ou d'une méthodologie, ou d'une philosophie entraînant des signes physiques ou psychiques destructeurs. Ça se manifeste par l'apparition d'au moins 3 signes ci-après. Donc dans cette liste, que vous pouvez trouver dans des manuels, il y a différentes listes qui sont établies, ça c'en est l'une d'entre elles, qui montre que si vous avez différents signes, vous pouvez vous sentir quelqu'un de considéré comme en addiction. Maintenant, l'addiction peut aussi éventuellement, si elle est sur une courte durée, c'est pas grave. Mais si elle est par exemple là sur une période d'1 an, ou de 2 ans, ou de 3 ans, ça devient de plus en plus difficile. Donc, si c'est quelque chose de volontaire et de momentané, éventuellement comme la prise d'un médicament, puisqu'on peut devenir addictif sans le vouloir un médicament, puisqu'au fur et à mesure, le médicament, on a besoin d'augmenter le dosage dans la plupart des cas, donc le corps arrive à
demander de plus en plus de produits pour pouvoir pallier à la difficulté. Donc ils s'accoutument. Donc c'est une liste sur laquelle on ne va pas s'attarder, mais vous avez différents indicateurs comme ça qui vous expliquent le niveau d'addiction que l'on peut avoir. Donc au niveau de ces différents critères, vous avez donc différents éléments émotionnels et physiques aussi qui expliquent ces différentes problématiques qui peuvent vous dire si vous êtes sous addiction ou pas, ou si vous allez le devenir. Donc tout ceci, c'est intéressant, mais c'est juste pour faire une sorte d'audit, une sorte de bilan. Les différents sujets connus sont ceux-là, après il y en a d'autres. Donc ça peut être les jeux, ça peut être les produits, on en a parlé, ça peut être des conduites alimentaires, sexuelles, le travail, et bien d'autres choses, comme on a pu voir la jalousie, l'amour. Workaholisme, ça veut dire quoi ça? C'est lié au travail, c'est un terme anglais. Ah, Work addict. Le sevrage conduit à une... Donc le sevrage, c'est l'une des techniques que l'on connaît, que l'on a mis en place pour sortir d'une addiction. Alors quelles sont les différentes techniques de sevrage que vous pouvez connaître ou que vous avez pu essayer? Alors les différentes techniques, il y en a plusieurs, parce que les êtres humains ont besoin de différents chemins, mais celle qui pourrait sembler être le plus efficace, c'est la première, donc physiquement, c'est de pouvoir être éloigné du lieu où on est. Si on reste sur place, c'est-à-dire si on reste à côté de l'épicier qui vend tel ou tel produit ou à côté d'un copain qui alimente telle chose, ça sera difficile de lui dire non parce qu'on a pris l'habitude de lui dire oui. Donc la première des choses, c'est vraiment de pouvoir faire un break minimum d'un mois avec le lieu dans lequel on a l'habitude d'un processus. Et si vous pouvez donc faire ça, ça sera déjà arriver à mettre de grands atouts de votre côté pour s'aider soi-même ou aider la personne. Donc physiquement, il faut pouvoir aller prendre des vacances. Mais prendre des vacances, c'est bien, mais en même temps, quand on est construit sur une addiction, c'est comme si on avait un handicap, on est construit sur quelque chose qui nous aide. Comme si on avait une béquille qui nous aidait à marcher. Donc pour diminuer et faire disparaître ceci, il faut le remplacer par autre chose. Donc quelque chose de destructeur, je dois le diminuer, mais pour mettre autre chose de constructeur. Si je le remplace par autre chose de destructeur, ça ne sert à rien. Donc il faut que je puisse voir pour le faire des vases communicants et enlever une béquille constructive pour une béquille destructive pour une créativité constructive. Donc en même temps que je me déplace, je dois pouvoir, soit dans un centre avec des professionnels, ce qui est le plus simple, parce qu'ils ont l'habitude, ils font ça tous les jours, soit différemment, mais c'est la meilleure des techniques aujourd'hui, pouvoir faire une auto-analyse, donc une analyse avec les professionnels, sur qu'est-ce que l'on aime dans la vie, qu'est-ce qu'on n'a jamais mis en place, qu'est-ce qu'on aimerait mettre en place par rapport à sa propre créativité. Donc dans ces centres-là, souvent, ce qui fonctionne bien, c'est déjà les qualités de la personne, mais en plus, c'est ce qu'on peut appeler les arts majeurs, les vertus cardinales, donc tout ce qui amène des choses positives, comme la peinture, comme la musique, comme le sport, la musique et ainsi de suite. Donc il faut pouvoir, dans les arts majeurs, regarder qu'est-ce qui nous correspond. Ça peut être l'écriture, ça peut être la recherche, donc ça peut être la construction, la sculpture, qu'est-ce qui nous plaît, qui nous plairait. Parce que pour diminuer, parce qu'un produit, en moyenne, en général, quand on prend un produit, quel qu'il soit, donc ça peut être un produit, mais ça peut être aussi... qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'un produit? Ça peut être une philosophie sur laquelle on peut être addict, mais ça peut être aussi une situation, c'est-à-dire un comportement, quand on parle de sexualité, comportement. Donc, lorsque je mets produit, je mets tout ce qui va là derrière. Lorsque je dis produit, il faut sous-entendre tout le reste. Lorsque je prends un produit, quel effet il a? Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de produit? J'ai ce besoin de produit généralement parce que j'ai quelque chose qui ressemble à une angoisse, à une dépression, à un mal-être.
Et ce produit fait que le mal-être disparaît, est atténué, soit parce que justement il permet de donner plus d'euphorie, donc cette angoisse, cette pression diminue, soit au contraire parce qu'il me booste beaucoup plus, et comme je suis boosté, ça me donne plus d'énergie dans ce que j'aime, et ça enlève mes idées noires. Donc en même temps, ça endort une problématique, et ça motive les qualités. Mais ça fait que endormir les problématiques. Donc le produit, généralement, sert à ça. Comme la sexualité, c'est la même chose, c'est beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont une sexualité plutôt qu'ils utilisent comme antidépresseur, plutôt que comme découverte du partenaire. Donc, par rapport à toutes les addictions qu'on peut avoir, ça peut être la nourriture. La nourriture fait que certaines personnes ont des habitudes, comme pour le reste, donc peuvent utiliser la nourriture. Déjà, le corps la réclame naturellement, mais en plus, par rapport à la société de surconsommation, par rapport à l'habitude, la nourriture fait que ça réconforte, ça réchauffe, ça a un côté mécanique en soi qui permet un certain réconfort. On sait qu'après avoir mangé, on a envie de dormir, donc ça apaise, et ainsi de suite. Donc ça agit sur différents domaines. On va le voir au fur et à mesure. Donc le fait de faire un sevrage en partie ou totalement, donc parce qu'il faut pouvoir en même temps avoir un suivi à l'arrière, parce qu'un sevrage se fait sur un mois, entre 3 semaines et 3 mois, suivant les lieux. 3 semaines, c'est si l'addiction n'est pas forte, 3 mois, c'est si elle est très forte. Il faut aussi pouvoir avoir un suivi à l'arrière pour regarder au fur et à mesure les mises à jour, parce que l'être humain fait des mises à jour, donc il s'accoutume, y compris d'un sevrage, et peu après, parce qu'il ne va pas rester au bout de 3 semaines ou de 3 mois dans l'institut dans lequel il est rentré, il faut qu'il puisse rentrer à la maison et en même temps changer ce qu'il avait mis en place avant, qui a été changé déjà par de nouvelles habitudes, mais il faut qu'il puisse le continuer là où il est. Le continuer dans les côtés qualitatifs et le modifier encore plus, donc l'augmenter dans les côtés qualitatifs. Donc le sevrage peut aussi se traduire par un phénomène de rebond, c'est-à-dire augmentation des symptômes. C'est-à-dire si je diminue mon addiction et que je ne remonte pas autre chose en face pour me nourrir, ça va augmenter encore plus la dépression, la problématique ou mes angoisses. Donc augmentation des symptômes. Il y a certaines problématiques qui sont liées à d'autres produits, par exemple l'héroïne ou autres, qui font que certains produits, on voit beaucoup plus l'effet négatif, c'est-à-dire que la personne qui en prend, lorsqu'elle en reprend après, est-ce que vous savez pourquoi elle a besoin d'en reprendre? L'héroïne par exemple. Parce que son corps lui fait mal. Et le fait de reprendre l'héroïne, ça calme les états de souffrance du corps. Donc avec ces produits durs, les réactions du corps sont amplifiées. Mais c'est la même chose qu'avec la cigarette ou la sexualité. Simplement, on ne le ressent pas à aussi forte dose. Mais si, justement, on se passe de la chose, pendant un certain temps, on voit que la douleur augmente, les angoisses augmentent de plus en plus. Donc l'héroïne fait que c'est un produit plus dur, donc la personne doit en reprendre, ou se sent vouloir en reprendre, parce que dans son corps, tous ses muscles, tout son corps lui fait mal. Et il n'y a que la prise de cette drogue qui fait que ça lui fait plus mal. Donc là, c'est un mal physique, mais avec les autres éléments, c'est un mal émotionnel ou d'angoisse, donc qui fait que c'est à un autre niveau plus subtil, mais c'est la même chose, avec un degré plus soft. Donc lorsqu'on comprend les effets dévastateurs plus durs, avec des drogues plus dures, on arrive à comprendre pourquoi on arrive difficilement aussi à se libérer de drogues plus cool, plus simples, comme la cigarette, comme la nourriture ou autre. Donc, de plus, les symptômes observés pendant le syndrome sont souvent opposés à ceux observés en cas d'intoxication avec la substance. Donc ça, c'est une autre technique. L'intensité du syndrome de sevrage est généralement liée à la durée du degré d'addiction. Ce qu'on a vu, ça peut être 3 semaines, ça peut être 3 mois, en fonction d'eux. Mais en même temps, le suivi est important après. Donc au niveau des récepteurs ou des neurotransmetteurs, ça se passe comme ça, c'est l'histoire de la dopamine, c'est-à-dire c'est tout ce qui va nous donner de l'énergie et tout ce qui va être déclenché par rapport à l'acte qu'on va faire.
dans l'acte par rapport à l'addiction, par rapport à ce qu'on connaît le plus, c'est un produit. Mais lorsque vous riez, ou lorsque vous dormez, ou lorsque vous faites du sport, vous déclenchez ces mêmes produits. Donc, il y a une façon de le faire lorsqu'on a une vie plus saine ou qui nous correspond mieux dans notre créativité, c'est-à-dire qui nous amène plus vers le guérir, en 2 mots. Donc, pour guérir de la vie, il faut être gai et il faut rire. Donc, plus vous allez faire des choses qui vous plaisent, dans lesquelles vous ne trouverez aucune angoisse, toujours respectueusement, le but n'est pas de faire des choses qui nous plaisent du type la guerre et détruire des gens, donc des choses qui nous plaisent mais qui sont constructives pour tout le monde, dans notre vraie créativité, et plus on déclenche en nous cette même dopamine et les mêmes récompenses au niveau des récepteurs. Donc il y a des récompenses naturelles qui se font de différentes façons, comme on a pu voir, par rapport au sport, par rapport à rire, par rapport à faire des choses qui nous plaisent. Ça peut être regarder un film qui nous transporte, ça peut être lire un livre qui nous fait du bien, et ainsi de suite. Donc là, on a un petit peu la suite. Donc lorsqu'on a l'absence de cette dopamine, on a un niveau critique au niveau du mal-être, de l'anxiété ou de l'irritabilité. Mais en même temps, tout ce mal-être vient que de différents facteurs de la vie. Donc un des facteurs, simple à comprendre, c'est entre quel âge et quel âge un enfant choisit-il son métier. Généralement, un enfant choisit son métier entre 10 et 20 ans. Donc plus précisément, peut-être entre 13 et 18 ans. Dans ces âges-là, combien de métiers l'enfant connaît-il? Donc on est entre 10 et 50 maximum. Combien en existe-t-il? Une infinité. Donc combien de chances a-t-il de se tromper? Une infinité. Donc c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec ce mal-être, cette anxiété, cette irritabilité, parce qu'on ne fait pas souvent dans sa vie ce que l'on pourrait faire de mieux. Parce qu'on n'a pas eu toutes les infos, ou on n'a pas été assez aidé, ou on ne savait même pas où chercher. Et les choses se mettent à jour parce que toutes les années, l'université crée une cinquantaine de diplômes universitaires nouveaux, toutes les années. Donc vous voyez combien de métiers, chaque année, il est créé dans le monde. Ça c'est juste en France, 50. Donc vous multipliez par le nombre de pays, vous voyez combien de métiers il est créé toutes les années. Donc, par rapport à ces comportements, on a différents risques qui peuvent, en plus de soi, pouvoir être dégradés, aller sur d'autres personnes, par rapport à des comportements qu'on peut avoir en moto, en voiture, dans le public, et ainsi de suite. Parce qu'en plus, notre comportement influence les plus jeunes. Donc si par exemple, tout à l'heure on a commencé à parler de la société, mais lorsque on a vu le premier John Wayne avec la cigarette au bec et l'étoile de shérif sur le corps, on a intégré inconsciemment que la justice et la cigarette, ça vient ensemble, que pour être un homme, pour être fort, il faut fumer, et pour régler les comptes, pour être juste, il faut être un caïd, et ainsi de suite. Donc on a intégré malgré nous certaines images de propagande, donc cigarettes, qui font que c'est difficile après en sortir, parce qu'on a vu ça à différents lieux. Plus après, on peut augmenter la sauce avec le fait que depuis pas très longtemps, on ne peut plus fumer en public, mais quand on pouvait fumer en public, quand vous alliez dans les restaurants, vous aviez même des bébés dans des berceaux, dans des lieux, on fumait de cigarettes, donc même en tant que bébé, on pouvait déjà avoir ces premiers éléments récepteurs qui fait que quand on est adulte, c'est plus facile pour fumer, donc c'est plus difficile pour ne pas avoir envie de fumer. Donc ça, c'est différents éléments qui décortiquent un petit peu ce que l'on verra, c'est-à-dire le reptilien qui est plus le physique, les émotions qui sont plus au niveau du cœur, et puis la raison qui sont plus au niveau de la tête. On regardera au fur et à mesure comment ça fonctionne, sachant qu'on décompose en 3 juste symboliquement, mais que la tête, toutes les cellules sont intelligentes, tout le corps est physique, et on a des émotions à tous les niveaux. Mais c'est symbolique, pour comprendre un peu mieux.
Ça, c'est un dessin que l'on reverra s'il y a besoin, mais pour arriver à savoir exactement où s'arrête le jaune et où commence le vert, c'est difficile. Donc pour toutes les couleurs, c'est pareil. Et ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à trouver exactement les éléments. Il y a souvent plusieurs éléments qui font qu'on peut se situer à tel ou tel degré de l'échelle d'addiction ou de compréhension, et qu'on ne peut pas être tranchant en disant c'est exactement ça ou c'est exactement ça. Il y a souvent plusieurs petits éléments qui font que, et en fonction des personnalités, on peut être plus addictif d'un côté que de l'autre. Donc on a du rouge des deux côtés, mais on peut être plus de ce côté ou plus de celui-là. Donc c'est important de ne pas être classé. Il y a des troncs communs, mais après il y a des spécificités à trouver pour chacun d'entre nous par rapport à la problématique addictive que l'on peut avoir. Je crois que j'ai un petit souci de micro, si ça fonctionne. Je vais modifier. Et puis des fois qui ne va pas bien, qui se dérange. Voilà, ça doit être rectifié. Donc ça, c'est différents éléments pour comprendre au niveau du cerveau, mais ce soir, on ne va peut-être pas aller aussi loin. Le processus du changement. Donc il y a différents processus pour le changement. Donc ça, c'est tous des processus qui sont médicaux. Après, on peut arriver à en trouver qui sont plus spécifiques et qui sont plus liés à notre façon de faire, ou au pays dans lequel on est, ou aux habitudes que l'on a, et ainsi de suite. Donc, les campagnes de désensibilisation, c'est justement pour que c'est un impact plus important et pour qu'on ne soit pas confronté à un médecin qui nous dise il faut faire ça. Et des fois, on se sent culpabilisé par le médecin, par le parent, par le partenaire, qui nous dit ça serait bien que tu fasses ça. Mais si c'est une campagne de sensibilisation globale, et bien d'un seul coup, le médecin est moins le bourreau, le parent aussi, le partenaire aussi. C'est quelque chose, c'est de santé publique, ce n'est plus une personne qui demande que. Donc l'éveil émotionnel, donc le psychodrame, le jeu de rôle, certaines personnes donc, ont besoin de passer par ce type d'éléments, donc il existe plusieurs techniques aussi, pour aider les gens à mieux comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent ou ce qu'ils font subir. Parce que des fois, certaines personnes s'arrêtent au niveau des addictions, simplement parce qu'ils constatent la problématique qu'ils mettent à l'extérieur. Ils ne s'arrêtent pas pour eux, ils s'arrêtent pour les autres, mais ça suffit pour que c'est une bonne influence pour eux. Et inversement, des fois, c'est quand ils se rendent compte qu'ils sont proches de mourir qu'ils arrêtent. Donc des fois, c'est uniquement pour eux, mais ça a aussi une bonne influence sur l'extérieur. Donc les réévaluations sociales aussi, par rapport aux effets sur l'entourage, les documents pédagogiques, les interventions familiales, c'est un peu tout ce que l'on vient de voir, la libération sociale aussi, par rapport à l'environnement, par rapport au comportement, et ainsi de suite. Maintenant, tout ça, c'est des éléments qui servent à progresser, mais si, peut-être qu'au début, la CIREG n'existerait pas, ça serait peut-être plus simple que après de faire des pansements, comme pour l'alcool ou autre. Donc il y a peut-être des choses qui viennent du démarrage et qui seront difficiles à soigner ou à régler si elles ne sont pas prises à la base, et si donc elles sont prises uniquement sur les conséquences et pas sur les causes. Donc ça, c'est aussi quelque chose à se poser comme question. C'est est-ce qu'on traite les causes ou les conséquences. Souvent on traite les conséquences et on ne traite pas les causes. Donc il faut voir comment est-ce que nous on veut traiter la problématique. L'auto-réévaluation, c'est-à-dire apprendre à ce que la personne puisse automatiquement et seule, de façon autonome, à pouvoir évaluer là où elle en est, et ce qu'elle peut, dans son évolution, dans ses évaluations, où est-ce qu'elle en est, et si elle est entourée de différents, parce qu'au fur et à mesure que l'on change de situation, de lieu, de partenaire, on peut, simplement en changeant de lieu ou de partenaire, ou de travail, ou de région, se libérer d'une addiction, ou au contraire, y rentrer encore plus. Donc c'est bien que lorsqu'on a des changements, de pouvoir vérifier où est-ce que l'on est là-dessus. La gestion du stimulus, donc par rapport toujours au quotidien, et à des comportements nocifs, justement, qui fait que les comportements nocifs, soit de soi, soit d'autres personnes, nous entraînent à avoir ces idées noires,
nous entraîne à avoir des angoisses, qui fait que les produits, quels qu'ils soient, la nourriture, la sexualité, nous aident à ce que la vie soit plus cool, soit plus facile. Par contre, si on n'avait pas ces produits, ces éléments qui nous serviraient à ce qu'on soit mieux dans notre peau, on serait beaucoup plus face à la réalité et on mettrait beaucoup plus de choses en place pour changer les choses. Et les produits, souvent, servent uniquement à retarder l'inévitable, c'est-à-dire le changement. Que ce soit la sexualité, que ce soit la nourriture, que ce soit la cigarette, ce sont juste des retardateurs de changement. Qui font que, autour de nous, on n'a pas beaucoup d'exemples pour pouvoir changer sainement. Donc, vu qu'on a plus d'exemples pour pouvoir entretenir un mal-être et entretenir une addiction, on a difficilement des exemples pour savoir comment faire. Et les comportements nocifs font que l'exemple, si on prend une phrase célèbre, un jour un ponte a dit « la violence est humaine », et lorsqu'on dit que la violence est humaine, ça valide la violence. Si on dit que la violence est inhumaine, au contraire, ça montre que c'est anormal d'être violent. Mais il a été dit haut et fort que la violence était humaine. Donc de ce fait-là, ça valide énormément la violence, plutôt que de dire l'inverse. Donc c'est dans les comportements nocifs, comportement c'est la parole, c'est la même chose, qui font que ça plonge les gens de plus en plus dans une problématique. Donc l'aide relationnelle est importante, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, il y a des gens qui arrivent à se débrouiller tout seuls et à se sortir d'une addiction tout seuls, mais ils sont rares. Mais ça existe. Donc l'aide relationnelle, qu'elle soit par rapport à des institutions, ou par rapport à des partenaires, ou par rapport à la famille, ou par rapport à d'autres, ça peut être des philosophies, ou ça peut être un travail, ou ça peut être un sport. Donc on peut arriver aussi, grâce à une aide, quelle qu'elle soit, trouver des éléments qui nous font du bien là-dessus. Donc le déconditionnement, on en a un petit peu parlé par rapport au sevrage, donc requiert l'apprentissage de comportements adaptés pour se situer au comportement problématique. Donc, ce que j'ai évoqué, c'est que lorsqu'on a un comportement qui ressemble à une béquille qui nous tient dans un côté destructeur, pour enlever cette béquille, il faut qu'on puisse créer quelque chose de constructeur. Pas une béquille, mais notre propre créativité, quelque chose qui nous corresponde beaucoup mieux. Donc les stratégies de renforcement, donc éventuellement soit on prend des techniques d'addictologue, soit on peut en créer soi-même par rapport aux ressources qu'on a vécues dans sa vie, par rapport à des éléments dans notre propre vie sur lesquels on a pu sortir de problématiques complémentaires ou différentes. Parce que des fois, lorsqu'on veut se sortir d'une situation, on l'a déjà fait partiellement, donc on peut réutiliser des parties que l'on a déjà mis en place et qui ont fonctionné. Que l'on doit compléter avec d'autres éléments. La libération de soi, donc c'est la conviction, comme on a vu en début de séance, que le changement est possible. Parce que si on est entouré de gens qui sont dans la même problématique, ça sera difficile de croire que le changement est possible. Si notre partenaire ou les gens qu'on aime le plus ont l'habitude de se moquer de nous, ça sera difficile aussi. Et ainsi de suite. Si nous-mêmes on a l'habitude de dire qu'on ne peut pas y arriver, ça sera aussi difficile. Et ainsi de suite. Donc il y a des possibilités que les gens y arrivent pas à pas, au fur et à mesure, et puis d'autres personnes qui arrivent rarement, mais à le faire d'une seule fois. Donc là on a vu toute la partie qui est plus technique, et puis qui est plus théorique et universitaire. Alors maintenant, si on passe à d'autres exemples, qu'est-ce que vous pourriez, vous, amener comme exemple ou question qui pourrait aider à parler de cette addiction et surtout à trouver des solutions? Est-ce que vous avez déjà mis des éléments en place? Est-ce que vous connaissez certaines méthodologies? Est-ce que vous avez pensé à mettre en place des choses qui n'existent pas? Comment vous ressentez les choses? Alors, qu'est-ce qu'il veut essayer? Qu'est-ce qu'il veut essayer d'évoquer? Oui. Moi je veux bien essayer, moi j'essaie d'arrêter de fumer, c'est pour ça que je venais ici ce soir. J'ai tout essayé, sauf l'hypnose, c'est pour ça que je le fais. Mais les thèmes, les chewing-gums, l'acupuncture, la volonté, pas beaucoup, mais bon.
rien n'a marché. Ça a marché 2 jours, 3 jours, des trucs comme ça, des périodes assez brèves. Donc c'est déjà bien de constater que ça a fonctionné sur des périodes assez brèves. Maintenant... Mais par exemple, pour moi, le TER, c'est plus placebo qu'autre chose. Quoi. Vous voyez, c'est plus de... Alors, si on évoque ce que vous avez évoqué, ce que vous avez dit. Sur une échelle, on peut avoir des moments où tout va bien dans notre vie, et puis à un certain moment, il y a certaines choses qui dégringolent. Et inversement, il y a des moments où tout va mal dans notre vie, et puis quelques instants après ou quelques jours après, tout va bien. Donc, lorsqu'on fait un travail sur soi, donc encore plus pour l'addiction, qui est quelque chose encore de plus difficile que beaucoup d'autres domaines, il faut pouvoir le prendre beaucoup plus au sérieux. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut comparer une addiction forte à une jambe cassée? Non. Éventuellement non, mais la personne qui veut se sortir d'une addiction, elle peut être dans autant de douleur et avoir autant de difficultés que quelqu'un qui a une jambe cassée. C'est-à-dire, si elle veut se réparer sa jambe, ben, elle peut essayer toute seule, ça sera difficile. Elle sera dans des souffrances assez atroces. Donc, si vous avez une jambe cassée, si vous êtes au fin fond de la forêt, il faudra vraiment qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir vous aider. Sinon, vous n'allez pas faire long feu. Si vous êtes en ville, ben, il y aura tous les services qui vont vous aider pour aller au plus tôt, pouvoir réparer ce qui est réparable. Mais cette jambe cassée par rapport à l'addiction, si on prend quelque chose d'un peu moins rapide, ça peut être une maladie pas très connue, ou ça peut être une maladie foudroyante, qui fait que vous allez consulter un médecin, ou après un spécialiste, ou un deuxième, et puis comme c'est pas très connu, il faudra en consulter 5 ou 6 pour y arriver. Et une fois que vous en avez consulté 5 ou 6, ou peut-être une dizaine, vous allez pouvoir arriver à faire la synthèse de ce que chacun vous a donné pour éventuellement trouver celui qui correspond le mieux à la problématique, parce qu'ils vont vous envoyer d'un à l'autre en disant « moi je ne connais pas, là c'est le mieux », et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez la meilleure personne, ou la troisième ou la 10e fois, qui correspondent à ce domaine en particulier. Et par rapport à l'addiction, dans l'exemple que vous citez qui est bien, si j'utilise beaucoup d'éléments extérieurs, c'est comme si j'avais employé peut-être 10% de ce que j'avais comme outil. Donc, est-ce que je l'ai vraiment pris au sérieux? Je ne sais pas. Parce que j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, mais est-ce que j'ai fait le tour de toutes les ressources que je pouvais avoir pour savoir est-ce que c'est celle qui me correspond le mieux? C'est un peu la même chose que pour un enfant qui choisit entre 50 métiers, 10 métiers alors qu'il y en a des milliers. Est-ce que pour l'addiction que j'ai vu tout le panel de solutions que j'avais, et est-ce que j'ai pu choisir dans tout ce panel où j'ai pris dans ce que j'avais à côté de moi? Donc quand c'est assez grave, ou quand on veut vraiment s'en sortir ou s'en libérer, il faut peut-être faire des actions plus importantes que ce qu'on fait habituellement. Que quand j'ai un petit bouton, ou quand j'ai une petite fièvre et que je prends une cachette d'aspirine. Donc il faut peut-être mieux passer à l'étape supérieure et à pouvoir faire le tour de plusieurs spécialistes. Et une fois que j'ai vu plusieurs spécialistes, je regarde celui qui correspond le mieux à ma démarche. Ou les parties de certains, parce que je peux travailler avec plusieurs spécialistes, je ne suis pas obligé d'en travailler qu'avec un seul. Quelles sont les différentes démarches qui me plaisent chez l'un et chez l'autre. Souvent, quand on est confronté à un spécialiste qui sait tout, d'après l'image qu'on en a, on n'ose pas parler avec lui, on n'ose pas communiquer, on n'ose pas lui dire « moi je ressens ça », etc., « j'ai peur de ça » ou « j'ai besoin de ça ». Et si vous lui parlez beaucoup plus avec le spécialiste, en lui disant « quelles sont vos ressources, quelles sont vos solutions », il aura plus de possibilités à vous aider que si vous ne dites rien et que vous lui faites une confiance aveugle. Il y a de grandes chances que ça puisse marcher, mais plus vous allez lui donner d'éléments, plus il va pouvoir être efficace avec vous. Donc c'est important de lui donner des retours, aussi bien dans ce que vous sentez qui ne va pas, que dans ce que vous sentez empiriquement qui va. Oui. Bon, moi je vais parler de mon expérience, parce que j'ai commencé à fumer assez tard. Oui. Mais alors je suis devenue dépendante à une allure incroyable, je commence à 37 ans. Et je sais pas, je faisais beaucoup de sport avant, j'ai arrêté le sport à cause de ça, parce que c'est devenu un cercle vicieux. J'ai essayé l'acupuncture, il y avait 3 mois d'attente à Paris, j'y suis allée spécialement pour ça. Pas l'acupuncture, l'hypnose. 87% de réussite, ça n'a pas marché, enfin, je me disais c'est pas possible, je suis sortie de
de la séance d'hypnose et j'ai recommencé à fumer, quoi, pratiquement dans la qui suivie. Moi, c'était pareil. Et je me suis dit, bon, et voilà, et ça a été un peu la même chose pour les somnifères. Il y a un médecin qui m'en a prescrit l'an dernier, mais toute l'année, et je lui ai fait confiance. Et là, je commençais à me dire, mais c'est pas possible, j'ai plus de sommeil naturel et tout. J'ai été voir une pharmacienne qui m'a dit, jamais on prescrit ça sur l'année. Donc, ben voilà, c'est un peu, j'ai fait un peu à l'intuition. Peut-être que je vais replonger, hein, mais je suis allée chez mes parents pendant les vacances. J'ai tout arrêté radicalement, alors que j'étais persuadée que je n'en étais pas capable avant. Et je me suis dit, ben, je vais déguster un bon coup, je vais souffrir, mais et physiquement ça a été dur. Donc peut-être que c'est pas assez au niveau des assises, mais finalement tout ce que j'avais essayé avant avec des aides. Ce que vous dites avoir fait, c'est vous dites avoir fait un sevrage. Ouais. Donc vous êtes parti vous sortir du milieu dans lequel vous étiez. Vous êtes resté combien de temps? 2 semaines. Donc 2 semaines. Souvent c'est entre 3 semaines, au moins 1 mois à 3 mois. Donc en moyenne c'est 1 mois ou 3 semaines, mais certains hôpitaux ou certaines même font 2 semaines ou même 1 semaine, donc ce qui n'est pas très compréhensible, mais ils le font. Vous êtes allé en même temps à un endroit qui rappelle l'enfance, dans lequel on est nourri par les parents, dans lequel on se laisse porter, dans lequel on a des ressources, on se ressource, puisque ce sont nos sources, nos parents, donc on y retourne. Donc vous avez eu plusieurs éléments qui font que ça aide à ça. C'est une grosse partie de... Maintenant, pendant les 2 semaines, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez dormi tout le temps? Ah non, je ne dormais pas, j'étais émotionnelle parce que le temps que tout se remette en route. Ah oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 semaines? Ben, quand j'étais de très mauvaise humeur, je restais toute seule. Oui. Et sinon, les balades, voilà. Il y a des moments où je devenais sur les nerfs. Est-ce que les balades, c'est des choses que vous aimez? Ouais. Oui. Mais quand je suis revenue à Marseille, pendant 1 semaine, je ne suis pas allée travailler non plus. Parce que je ne voulais pas être tentée, justement. Bon, c'est intéressant parce que c'est après coup que je ne suis pas sortie de chez moi. Je me suis dit, bon, comme ça, si je suis à bout de nerfs, ça me regarde moi. Voilà, je fais subir personne. Voilà. Donc c'est une façon de faire. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne. Hein. Elle a de forts parallèles avec le sevrage. Donc déjà, c'est bien parce qu'il y a je m'exclus du lieu dans lequel j'ai d'habitude, et vous l'avez fait 15 jours plus 1 semaine. Plus, je vais aux sources. Et pour tous ceux qui l'ont essayé, quand on va à 3 jours, 1 semaine, 15 jours chez ses parents, quand ils sont positifs, ça fait du bien. On est repris en charge. C'est un petit peu la même chose que si on va en vacances ou autre. Et en plus, les parents savent pourquoi on y va. Parce que, donc ils font un peu plus attention que si on y va pour râler contre eux. Certaines personnes, donc une personne que je peux connaître d'ailleurs qui est aussi médecin, fume 1 fois par an pendant 1 semaine, 15 jours maximum, donc 10 jours. Et elles fument atrocement, elles s'en dégoûtent, et après, pendant 1 an, elle n'en a plus envie. D'accord? C'est pas conseillé, mais c'est aussi une façon de faire. Et ainsi de suite. Oui. Mon histoire, c'est en 2009, septembre 2009, ma femme décède, après 7 ans de chimiothérapie. Et là-dessus, je fais un bilan de santé, on me découvre un cancer du rein. Oui. On m'enlève le rein, mais bon, il n'y avait pas de métastase, donc voilà. Et j'ai eu des problèmes dentaires, et le dentiste me dit, j'explique un peu ce que j'ai eu, il me dit, vous êtes fabriqué votre cancer du rein avec la cigarette. Alors, ça va, j'ai compris, je vais acheter des patchs. Il me dit, ne faites pas ça tout seul, faites-vous aider. Ce que vous dites, justement. Et il me dit, dans tous les hôpitaux, tout ça, il y a des tabacologues. Maintenant, on sait comment ça fonctionne, l'addiction. Et il y a des centres, et il y a plein de gens qui s'occupent de ça, on sait comment ça fonctionne. Donc, je suis allé voir les tabacologues, et on a fait ça avec des patchs, parce qu'il y avait des cachets également, mais les cachets, autour de moi, il y a des gens qui sont partis en dépression nerveuse, et donc on a fait ça avec des cachets, avec des thèmes. Oui. Et à un certain moment, je la voyais tous les mois, et elle me disait, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, est-ce que vous avez fumé? Parce que si vous avez vraiment une envie féroce, je préfère que vous fumiez des cigarettes plutôt que d'étrangler quelqu'un. Donc,
j'étais à la piscine avec les jolies petites, tout ça, manger. À la fin du repas, j'ai fumé des cigarettes. Et quand je l'ai revu, je lui ai dit, bon, vous savez, c'était juste, j'ai pas une avis féroce, mais c'était une cigarette plaisir. Il m'a dit, surtout ne faites pas ça. Vous fumez une cigarette ou un paquet pour séparer, on a des cellules qui sont là, on essaie de les endormir dans le truc, et si vous me les réveillez avec la cigarette. Et donc, ça a bien passé. Pendant 1 an, je me suis arrêté de fumer complètement. Seulement après, j'ai rencontré une jeune femme charmante et tout qui fumait. Et bon, quand on fume à côté de moi, un jour j'ai craqué. Alors on commence par fumer une cigarette plaisir, et puis après, au fur et à mesure, ça revient. Donc j'ai recommencé à fumer. Et là, j'avais rencontré une dame dernièrement, il y a 2 mois, qui me dit, ça sent la cigarette chez toi. Donc, j'ai repris les patchs. Mais comme on s'est séparés la semaine dernière, j'ai recommencé à fumer. Est-ce que vous avez des solutions comme ça? Alors pour moi, Faut arrêter les femmes. On va se mettre à l'addiction au sexe. Ou alors changer carrément de ça. alors, pour moi, J'ai une question. bon, pour ceux qui veulent vraiment se prendre en charge, il faut aller dans des centres hospitaliers qui se font le traitement addiction et tobacco. Pas les hôpitaux, pas les cliniques dans lesquelles il y a un addictologue. Pas là, le gars, il a fait sa formation il y a 10 ans, il y a 20 ans, et depuis, il n'a pas fait de mise à jour. Il faut aller dans un hôpital qui est réputé que pour ça, dans lequel vous avez 50 médecins qui font que ça. Ah oui, il y a des infirmières. Donc, bon, Moi j'étais à l'hôpital, Oui. lequel Non mais, c'est sûr que ça me oui, mais combien il y en a d'addictologues? Il y avait une personne, j'ai expliqué ma situation, je voulais arrêter, elle m'a donné des cachets, je me souviens Oui. donc. Mais ça n'a rien fait du tout, quoi. Mais Non. vous pouvez fumer par-dessus. Il dit, bon, je suis Non. sorti, j'ai acheté pas de cigarettes. Non, non. je sais pas, hein. Il n'y a pas de problème. Si vraiment vous arrêtez, bon, moi j'ai fait ma formation pendant plus d'1 an à l'hôpital Brousse à Paris, il y a 50 addictologues, ils ont fait un traité comme ça sur l'addictologie, ils vous expliquent tout, vous pouvez le lire, une fois que vous avez fini de lire, vous avez compris ce pourquoi, comment ça fonctionne, mais en même temps, les gens font ça toute la journée. Toute la journée, ils ont 100 patients qui sont là, d'accord, qui sont en hôpital de jour, qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent, ils font que ça. Voilà. Si vous allez voir l'hôpital du coin dans lequel vous en avez un qui traite une personne de temps en temps, c'est pas assez comme expérience. D'accord. Et l'hôpital Brousse à Paris, il est parmi les premiers, et même en avance par rapport à l'Amérique. Donc, si vraiment vous voulez en sortir, allez voir des lieux dans lesquels il y a de Est-ce la... qu'il y a quelque chose justement à ce niveau-là? Parce que là, on parlait. Sur Marseille. Il y a Seine-Marguerite. Je ne connais pas sur Saint-Marguerite, comme je le laisse beaucoup, mais si il y a... Il y a Voilà. l'addictologie. Voilà, si... Maintenant, il faut voir combien il y a de professionnels là-dedans. Un centre d'addictologie, c'est ça? C'est dans l'hôpital, oui, il y a des services, bon, on a toute la psychiatrie universitaire et puis l'addictologie. L'addictologie a tous ces types de pathologies qu'on a vu. Voilà. Donc, il y a combien de... Par contre, je ne sais pas, mais je sais qu'il est très développé le service. Parce que là, il est en pleine évolution. Quel service, pardon? Où ça? Seine-Marguerite. Sainte-Marguerite. Apparemment, vous êtes très dans les hôpitaux, je veux dire, pour ça, pour l'addictologie, là, je comprends. Oui. Et en termes de pourcentage de réussite, je veux dire, c'est à peu près combien? Si vous prenez la moyenne nationale, la réussite n'est pas grosse. Elle n'est pas grande, c'est 0, et quelques. D'accord. Si vous allez dans des endroits où il y a beaucoup d'addictologues, c'est-à-dire où il y a une grosse quantité, les gens ont l'expérience, donc ça marche. Donc là, c'est là où vous avez jusqu'à 50% de réussite, parce que c'est ce qui relève la moyenne nationale, parce que partout ailleurs, vous avez 0%. Donc si vous divisez tout, ça vous fait 0 et quelques. C'est-à-dire, dans un centre spécialisé, on arrive à 50%, Oui. 1 sur 2, quoi. Oui, parce que d'une part, il y a un suivi, d'autre part, parce que pas tous ceux qui veulent se séparer de l'addiction tombent le bon jour, au bon moment, et comme on l'a vu, c'est beaucoup lié aussi aux facteurs extérieurs que l'on a dans sa vie. Donc, par rapport à son travail, par rapport à son partenaire, par rapport à sa famille, par rapport à ses angoisses et autres. Donc, c'est pas lié non plus que aux professionnels de l'addiction, c'est lié à tous ces facteurs extérieurs que les professionnels de l'addiction connaissent, mais sur lesquels ils vont vous accompagner. Et si vous êtes là, ils vont essayer de dépasser avec vous la problématique. Mais des fois, les facteurs extérieurs ne suffisent pas, parce qu'une fois que, comme c'est souvent l'hôpital de jour, vous y allez, et après vous êtes replongé, vous y allez dans la journée, vous êtes replongé dans le milieu naturel, donc le pourcentage d'heures dans lequel vous êtes en danger et dans lequel vous êtes en sécurité n'est pas assez grand. Oui. Moi je voulais rebondir, mais pas sur la fumée, sur Oui. les relations sentimentales. Oui. À savoir où commence l'amour, où commence
la dépendance affective, l'addiction, où est la frontière entre ces deux, trois aspects? Alors, je vais le noter, on va y revenir. Juste comme ça, on va finir ce croquis-là quand même. Amour et Bah, dépendance. Allez, dépendance. Amour, dépendance affective et addiction. Voilà. Alors, si déjà on prend ce schéma, ce qui est important pour tous les... Oui. En fait, est-ce que vous avez parlé de la codépendance? C'est un terme qu'on a évoqué un jour et j'aimerais bien... On peut en parler. Est-ce que ça continue? On peut en parler à différents degrés, mais il faut en parler dans les sujets que vous aimeriez vous évoquer. Parce que la codépendance, comme on a pu évoquer par exemple, elle peut être sur différents points. Ça peut être monsieur, comme il a expliqué clairement, ben, je ne fume pas, je me mets avec quelqu'un qui fume et ben, je prends son virus par rapport à ça. Après, la codépendance, ça peut être aussi simplement, il y en a un qui fume, l'autre qui ne fume pas, et celui qui fume dit à son partenaire, tiens, tu vas m'acheter des cigarettes. Son partenaire, que ce soit son parent ou son enfant ou son partenaire de vie. Et le partenaire va lui acheter des cigarettes. Donc pour moi, la codépendance, que la personne fume ou pas, tant qu'elle joue dans le jeu, elle fait la codépendance. En gros, c'est qui dit mot consent. Donc vous vouliez en venir sur quel thème? Parce qu'il y a plusieurs thèmes de la codépendance. Ouais. Sur quel thème vous aimeriez développer? Ça va venir après. Ouais. Ça va reviendra au fur et à mesure. C'est un thème qu'on a abordé un jour et je me suis dit, bah oui, j'ai l'impression qu'en fait... Oui. La codépendance, c'est simplement, il y a plusieurs degrés pour l'aborder. C'est celui qui pousse l'autre sans le vouloir, consciemment ou inconsciemment, par des actes physiques ou émotionnels ou intellectuels. On peut pousser quelqu'un à la codépendance tout simplement parce qu'on le met dans des... Il a un degré susceptible de tomber dans cette problématique et le partenaire lui rappelle des mémoires qui font que son angoisse augmente et ça le pousse à la codépendance dans un produit quel qu'il soit. Donc ça vient de différents degrés. Ça veut dire qu'à l'origine, il y a une tendance. Oui, il y a une tendance, oui, bien sûr. Ah, oui, oui. Si la personne, elle n'est pas... Il y a des gens qui, pour être angoissés, ne tomberont jamais dans aucune addiction, quelle qu'elle soit, mais par exemple vont attenter à leur jour. D'accord? Donc cette personne qui va attenter à ses jours, qui va faire des TS, des tentatives de suicide, aura une tendance plus au suicide qu'à l'addiction. Il y en a qui vont faire des suicides, et puis il y en a d'autres qui vont se suicider à long feu avec des produits. D'accord? Il y en a qui peuvent le faire d'un seul coup, puis il y en a d'autres qui peuvent le faire sur 50 ans. Alors, ceux qui font rien, on les appelle comment? Ben, Ceux qui ne se suicident pas, ceux qui n'ont pas d'addiction, Non, mais- ceux qui... On les appelle comment? Mais est-ce qu'il y a une problématique? On peut les catégoriser, ces gens-là? Pour moi, on revient au schéma que l'on a évoqué ici, d'accord, qui est celui des couleurs. Voilà. Pour moi, avec ce schéma, pour moi, la vie est comme ça. On ne peut pas catégoriser. D'accord. On peut dire qu'il y a des troncs communs, oui. Mais le révélateur, c'est la problématique. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a quelque chose qui cloche, c'est là qu'il y a une remise en question. Par le fait. On a été éduqués dans un monde de problèmes. C'est-à-dire on nous a appris depuis l'enfance à régler des problèmes. On ne nous a pas appris à trouver des solutions. Même si c'est la même chose. Mais on nous a appris plus le problème que la solution. Donc, on cherche tout le temps des problèmes, pas des solutions. Donc, par rapport à votre question, il vaut mieux regarder ce qui fonctionne et l'analyse. Donc, c'est pour ça qu'on va finir ce schéma. Quand on est ici, que tout va bien, ici, et puis on s'aperçoit que tout va mal, à un moment, quand on est ici, on se dit, bah tiens, tout va mal, pourquoi? Donc, on demande de regarder, d'avoir un petit cahier avec soi pour savoir quels sont les éléments déclencheurs, destructeurs ou constructeurs. Donc, destructeur étant celui-ci et constructeur étant celui-ci. Donc, l'élément déclencheur, destructeur, en fait, quand on est ici, souvent on va le chercher ici ou ici ou ici, mais on a tout faux. Il faut repartir de très loin, voir tout va bien, et à quel moment tout a commencé à dégringoler, ou quels sont les différents éléments qui ont commencé à dégringoler.
Ça, c'est pour les éléments destructeurs. Mais c'est pareil, quand je descends et puis qu'après je remonte, quand tout va bien, je dois, au bout d'un moment, me dire, bah, tiens, comment ça se fait que tout va bien? Si je remonte quelques crans, je vais trouver que c'est ici, mais c'est faux. C'est ici où tout va bien. Où il y a eu quelque chose qui a déclenché vers la solution. Donc il faut que je regarde quels sont ces éléments déclencheurs Le message allait. par rapport à votre question. Ça colle ou ça colle pas? Ça colle pas trop. Alors, reformulez-la plus simplement en une phrase. Il faut que je Bon, ça va venir. Ça va venir. Moi j'ai une question par rapport à ce qu'il dit là, l'amour. On va y venir. Oui. Ah, on n'y est pas encore. Non, on y vient. Ça veut dire que l'élément déclencheur, c'est le produit en fait. Non, par exemple, pour monsieur, l'élément déclencheur, c'est j'ai rencontré quelqu'un qui était dans cette problématique. Donc le fait de rencontrer quelqu'un qui était dans cette problématique, et c'est pas la personne l'élément déclencheur, c'est la relation. D'accord? Mais par le fait, il fumait déjà avant. Il avait la tendance, mais il avait arrêté. Il avait arrêté. Oui, mais ça va pas mieux puisqu'il se met à fumer. Alors, en fait, si on prend son exemple à ce monsieur, qu'il a bien voulu donner, tout allait bien jusqu'au moment où il rencontre cette personne qui, elle, avait un élément destructeur, une tendance destructive. Donc, c'est un petit peu la même chose que si on le prend, là on est dans les produits, mais si on le prend au niveau émotionnel ou intellectuel, c'est entre les deux. Quand quelqu'un vous dit, dans la relation, quelle qu'elle soit amicale ou amoureuse, quand la personne vous dit, toi t'es pas jaloux. Si t'es pas jaloux, c'est que tu m'aimes pas. C'est exactement la même chose que ça. Quand la personne rencontre quelqu'un qui fume et qu'on se laisse aller à fumer, c'est exactement la même chose que, tiens, c'est vrai, elle m'a dit je suis pas jaloux. C'est vrai, c'est pas mal ça, en raisonnement. C'est vrai, c'est que je l'aime pas. Donc je vais devenir jaloux pour lui montrer que je l'aime. C'est exactement pareil. Donc l'élément déclencheur n'est pas forcément un produit, c'est une relation. C'est-à-dire le produit est le troisième élément de la relation. On est d'accord. On va appeler ça le produit au lieu. Oui. Et alors, quelle différence entre lui, par exemple, il est en haut là. Oui, tout va bien. Il rencontre quelqu'un et il se met à fumer, donc ça descend. Oui. Et en même temps, ça peut être aussi, tout va mal, il rencontre quelqu'un, oui. Il se met à fumer et ça va mieux. C'est ça. Donc c'est la même chose les deux. Oui, mais c'est pas la même personne. Il y a une personne ici qui a une tendance destructive, une personne ici qui a une tendance constructive. C'est-à-dire que cette personne qu'il a rencontrée ici est quelqu'un qui est sous addiction, et cette personne-là qu'il a rencontrée ici est quelqu'un qui n'est pas sous addiction. Donc si je vous le symbolise différemment, avec d'autres schémas, ça donnerait ceci. Alors je vais le faire d'un côté. On a un individu qui a des tendances destructives, donc une addiction, on le dessine sous forme d'enfant, puisque c'est un projet, c'est quelque chose que je crée, c'est une de mes créations. Et puis une tendance positive, c'est aussi un enfant, la seule chose c'est qu'ici c'est un ange sur un cerf-volant, et ici c'est un diable, un petit diablotin au bout d'une chaîne. Donc cette chaîne et ce diablotin me tirent vers le bas, et là cet ange et ce cerf-volant me tirent vers le haut. Donc ça c'est nos créations, c'est-à-dire qu'on a tantôt des idées positives, tantôt on a des idées négatives, mais on a aussi les deux en même temps en nous, en fonction de ce que l'on alimente. Et puis, je rencontre des individus dans la société, d'autres individus. Ça peut être un individu, comme un groupe d'individus, comme une société, comme une entreprise, comme une peur, et ainsi de suite. Et cette entité que je rencontre a aussi des éléments destructeurs, des petits diablotins au bout de chaînes lourdes qui la tirent vers le bas, et des petits anges sur des cerfs-volants qui la tirent vers le haut. Cet individu que je rencontre a aussi ses défauts et ses qualités. Comme on a tous des défauts et des qualités. Certaines personnes ont plus de qualités destructives. Donc une qualité destructive, c'est quoi? C'est une création que j'ai, donc ça peut être par exemple, j'ai commencé à fumer, et puis je n'arrive pas à m'en dépasser. Donc en fait, je l'alimente, et plus je l'alimente, plus il grandit. C'est un enfant que j'alimente, que j'alimente, que j'alimente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille et on oblige à ce que les enfants ne voient pas de film X jusqu'à leur majorité, parce que c'est le même effet destructeur. D'accord? On alimente la problématique de cette façon-là. Donc là, on le voit avec la cigarette, mais plus j'alimente la chose, plus cette entité devient plus grande que moi.
Donc cette entité, qui devient plus grande que moi, s'appelle une addiction. Elle me dirige, elle me domine, parce que je l'ai alimentée de temps de temps, pendant énormément de temps. Maintenant, sans aller jusqu'au produit addictif, mais je peux avoir donc de petits diablotins comme des grands diables qui sont des addictions. Ces diablotins sont mes enfants, ces anges sont mes enfants, donc les miens et les siens. Et qu'est-ce que aiment bien faire les enfants? Ils aiment bien s'amuser entre eux. Donc les petits diables aiment bien s'amuser avec les petits diables, et les petits anges aiment bien s'amuser avec les petits anges. Ce qui fait que, vibratoirement, on s'est rencontrés physiquement, bien avant par nos énergies, qu'on s'est rencontrés physiquement avant. Donc, par rapport aux rencontres, ça dépendra de l'état d'humeur dans lequel on est. Si on est dans un état d'humeur constructeur ou destructeur. Maintenant, si on pousse plus loin par rapport à l'exemple de monsieur, qui nous sert bien d'ailleurs, parce que c'est l'exemple de tout le monde, et si je reprends un autre exemple, similaire, un jour j'ai une dame qui vient me voir et qui me dit « J'étais avec un homme avec lequel je ne suis plus. » C'était le Xème homme. Cet homme, au niveau intellect, mathématiques, logique, cartésianisme, spiritualité, il était très nul, 0 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, amour, passion, il était nul aussi, 0 sur 20. Et au niveau sport, physique, sexualité, finance, argent, matière, il était très fort, 20 sur 20. Cette dame dit non, ça allait plus, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai rencontré un homme comme ça. D'après vous, pourquoi cette femme a-t-elle rencontré un homme comme ça? Vous avez l'argent, peut-être. C'est la conséquence, mais ce n'est pas la cause. Pour quelle cause cette femme a-t-elle rencontré un homme comme ça? Les hommes font pareil, hein. Mais c'est plus facile en prenant une dame pour que je puisse expliquer la chose, mais c'est pareil pour les hommes. Donc, c'est l'effet miroir, peut-être, non? C'est pas ça. C'est un peu ça. Mais je vous explique, c'est que l'homme qu'elle avait avant était l'inverse. Au niveau de l'intellect, la spiritualité, la logique, les mathématiques, la spiritualité, il était très fort, il avait 20 sur 20. Au niveau du cœur, sentiment, tendresse, amour, passion, il est très fort, 20 sur 20. Au niveau du physique, sport, sexualité, finance, matière, il était nul, il avait 0 sur 20. Donc elle est allée chercher ce qui lui manquait, en oubliant ce qu'elle avait, en l'oubliant. D'accord? On fait tout ça. Quand on fait les choses par réaction, par défaut, on s'amuse à faire du yo-yo. On passe d'un extrême à l'autre. Donc l'exemple que monsieur nous donne, qui montre aussi, parce que ces vagues que l'on a ici verticales, comment on a pu le voir, c'est la même chose que ces vagues ici qui sont horizontales, d'accord? Et sachant que dans l'individu, il y a plusieurs vagues. On a ce qui s'appelle les biorhythmes, on a des vagues physiques, on a des vagues émotionnelles, et puis après on a des vagues intellectuelles. Qui fait que lorsque éventuellement les trois vagues se recoupent au même endroit et en haut, ça veut dire qu'on est au milieu de notre forme. Quand elles se recoupent en bas, ça veut dire qu'on n'est pas au milieu de notre forme. Et puis tantôt, c'est le physique qui est très bas et l'intellectuel qui est plus haut, et ainsi de suite. Donc, en même temps, on a en nous tous nos cycles, encore plus effectifs chez la femme que chez l'homme, mais chez l'homme aussi, on a des cycles qui font que on peut être plus ou moins addict ou plus ou moins en difficulté dans telle ou telle relation. Sachant ça, on peut déjouer le processus ou quoi qu'il arrive, on va rencontrer quelqu'un qui non, on peut le sera déjouer. le contraire. On peut le déjouer. On peut le déjouer. On peut le déjouer. Déjouer dans le sens de l'atténuer, de l'équilibrer, C'est ça. Tout à fait. De poser les bonnes questions, de se poser les bonnes questions. On l'a déjà vu, mais on peut le revoir parce que c'est dans le sens des vagues. On va le revoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, pour atténuer, on a ces vagues dans lesquelles on fait du yo-yo, qu'on a pu voir plus en détail tout à l'heure. Et sur lesquelles on a quelque chose ici, donc ce qui s'appelle la voie sèche ici, et la voie humide en alchimie. Mais tous les chemins mènent à Rome. D'accord? Donc tout va à Rome. Quel que soit, donc il y a des gens qui peuvent y arriver à fumer du jour au lendemain, puis il y en a d'autres qui vont mettre plusieurs semaines pour y arriver, mais ils y arriveront. Maintenant, pour atténuer les choses, ça veut dire que lorsqu'on est dans le creux de la vague, ici, est-ce qu'on a envie de continuer à chuter? Généralement, non. Est-ce qu'on a envie de stagner? Généralement, non. Généralement, on a envie de remonter. Et quand on a envie de remonter, on est comparable à une montgolfière. Et cette énergie que l'on met ici pour remonter, c'est la même que les gaz d'une montgolfière. Et pour remonter, la montgolfière, elle a besoin de couper les liens. Et en même temps, elle a besoin de larguer les sacs de sable. Donc les gens, la majorité des gens, lorsqu'ils sont dans le creux de la vague, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent
en place certains mécanismes qui les aident à s'alléger de toutes les problématiques qui sont ici. Mais c'est exactement le même système qu'on fait lors d'un sevrage. Lorsque la personne part du lieu où elle est, en même temps on fait cette analyse avec elle pour que justement elle puisse enlever tous ces sacs qui l'alourdissent pour avoir plus d'énergie, plus de force pour s'en sortir. Donc qu'est-ce que font les gens en général pour s'en sortir sans le vouloir, inconsciemment, intuitivement? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font déjà un grand tri dans leurs amis. Ils virent tous les amis sensus, tous les amis qui les bloquent, qui sont là que pour leur faire perdre du temps, et ils en gardent éventuellement un ou deux sincères, mais sinon tout le reste ils virent. Ils font un grand nettoyage chez eux, dans leur maison et dans leur voiture. Tous les objets qu'ils ont gardés ici, qui font plaisir à Pierre, Paul, Jacques, y compris à lui-même, à la personne elle-même, et qui font qu'ils en ont tellement gardé que ça les a alourdis et fait plonger au fond. Ils virent, ils nettoient, ils jettent, ils donnent. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils vont au coiffeur, ils vont se faire couper les cheveux. C'est l'histoire des sacs de sable qui tombent, donc ils s'allègent même physiquement. Ils se mettent à faire du sport et à faire des formations. Donc, par rapport à tout ce qu'ils ont pu oublier. Pourquoi? Parce que souvent dans une relation, on peut le voir dans un autre schéma, ça serait ce schéma ici, de la naissance jusqu'au temps présent. Au début, vous avez une relation familiale, et puis éventuellement vous avez quitté la famille, puis après vous avez une première relation, éventuellement vous avez quitté, éventuellement vous avez une deuxième relation, puis une troisième, et puis vous vous retrouvez ici par exemple. Et bien, très souvent, ce qu'on oublie et ce qu'on doit mettre en place dans ces creux de vague, c'est le 1, pourquoi je suis parti de cette relation? Pourquoi je suis parti de celle-là? Pourquoi je suis parti de celle-là? Très souvent, j'oublie ces choses-là. Mais en même temps, le 1, pourquoi? Il faut se poser aussi la question, 2, vers quoi je voulais aller à ce moment-là? Vers quoi je voulais aller? Donc savoir quelles sont les ressources que je cherchais. Parce que très souvent, dans une relation, quand je commence une relation, j'oublie vers quoi je voulais aller. Et la troisième chose qui est très importante, c'est quand j'étais seul, ici, ou si j'étais seul, quand j'étais seul ici, ou si je voudrais être seul, qu'est-ce que je ferais quand je suis seul que je ne fais pas quand je suis à deux? Donc ces trois éléments font que ça aide ce schéma que l'on va voir ici, et principalement ici, c'est-à-dire que souvent, quand on est dans une relation, il y a plein de choses que l'on fait quand on est seul, qu'on ne fait plus quand on est à deux. Donc c'est comme si on se coupait les ailes, c'est comme si on se rajoutait des charges de quelqu'un d'autre, comme si on était moins léger, et quelque part, le fait d'être plus alourdi, ça nous angoisse plus, parce qu'on est fait vraiment pour voler comme des anges, et on est angoissé, donc on prend tous les produits que la société nous donne pour être mieux, que ce soit le sucre, que ce soit... Excusez-moi, par rapport à votre schéma, la question aussi que je me pose aussi, vous avez fait trois personnalités, c'est-à-dire 3 cas de relations, de relations amoureuses. Mais je regardais, ces 3 cas, c'est 3 tranches d'âge aussi. Juste attention. Je vais finir. C'est-à-dire qu'on n'est pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans et à 50 ans. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Et on n'a pas les mêmes aspirations. Alors, si avec la première personne on peut évoluer jusqu'à un certain âge, pourquoi pas. Mais si les deux n'évoluent pas, je veux dire, il y a une séparation et on n'a pas. C'est pour ça que je veux dire qu'il y a des séparations beaucoup aujourd'hui maintenant, en même temps. Il n'y a pas que l'effet patriarcal, tout ça. C'est ça que je veux dire. Juste faites attention avec votre bras parce qu'il y a tout le vidéo qui bouge, vous voyez. Alors, on n'était pas du tout dans ce que vous disiez, mais ce que vous dites est juste, mais on n'était pas là-dessus. Non, mais je faisais allusion en parallèle par rapport à ça. Je disais, il y a l'âge aussi, le vécu de la personne, quoi. Oui, on est d'accord, mais... On ne recherche plus la même chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure auparavant. Il y a la maturité aussi qui rentre en jeu, il y a le temps. Même s'il y a la maturité, il y a le temps, d'après vous. Avec la maturité et le temps, est-ce qu'on... Avec l'âge vient la sagesse ou pas? Pas à 100%. Alors, pour la majorité des gens, oui. Plus, d'accord? Parce qu'il y a le côté expérience qui vient et ainsi de suite. Après, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Il y a la folie aussi des fois. Oui, exceptions qui confirment la règle. Donc, on va le voir à travers ce que vous dites, à travers l'autre schéma. C'est-à-dire que si la personne met bien en place ce qu'elle a dit, si, quand elle remonte, elle n'oublie pas, alors elle va monter moins haut. Mais si elle oublie ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle va monter tout aussi haut. Donc si elle n'oublie pas, elle montera moins haut et par effet rebond, elle descendra moins bas. Et si dans le prochain creux de vague, elle décide encore à nouveau de mettre de nouvelles résolutions, comme elle a fait ici, il y a une première résolution, ici il y a une deuxième résolution, elle décide de mettre d'autres résolutions, et si elle n'oublie pas la totalité de ces résolutions, alors par rapport à cette altitude-là, elle montera encore moins haut, et donc descendra moins bas.
Si ici, dans ce creux de vague, elle va encore mettre de nouvelles résolutions complémentaires qui sont la même chose que celle-ci, et qu'elle garde les 3 qu'elle a pris, alors par rapport à là, elle montera moins haut et descendra moins bas, et ainsi de suite. Et ce que vous avez évoqué justement, les choses seront beaucoup plus calmes. D'accord? Ceci est comparable à quoi? On va le voir, parce qu'il y a certaines personnes qui disent et moi, une vie calme et monotone comme ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que la majorité des gens disent ça, mais c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas tout. Voilà. Si on va un peu plus loin, et si je m'amusais à faire un zoom ici, qu'est-ce que je verrais? Je verrais exactement ça. C'est simplement un zoom. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en 6e, lorsque je suis ici en 6e, et que je vois que je suis dépendant, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses à faire, mais que je vois que les élèves de terminale, eux, sont indépendants, ils peuvent sortir à l'heure qu'ils veulent, etc. Moi, élève de 6e, je veux être en terminale le plus rapidement possible, simplement pour jouir de tout ce temps qu'ils ont. Mais quand je suis en terminale, je m'aperçois que c'est tout aussi difficile. D'accord? Donc, comme vous disiez à juste raison, avec le temps, les choses sont différentes. Mais quand je suis en terminale, j'ai beaucoup plus d'indépendance que quand je suis en 6e. Donc plus j'avance, plus j'ai de l'indépendance. Donc ce que j'ai acquis, généralement, je ne l'ai pas perdu. Maintenant, si je le perds, ça veut dire que je continue à faire ce yo-yo. Donc quand je continue à faire ce yo-yo, ça veut dire que l'âge et l'expérience ne viennent pas avec l'âge. Et je reste dans ce yo-yo. Mais généralement, avec l'âge et l'expérience, je fais attention à ce qui s'est passé, je regarde vers quoi je veux aller, et j'observe ce qui me nourrit. Et tout ceci aide pour sortir d'une addiction, quelle qu'elle soit. En gros, si je fais le symbolisme d'une façon plus simple, c'est-à-dire que lorsque j'ai une addiction qui me détruit, je vais commencer à mettre en place quelque chose qui me construit. Mais vu que cette addiction, dans la généralité des cas, est assez ancienne et puis elle me tient au corps, comme la phrase le dit, le naturel revient au galop. Une fois que je m'aperçois que le naturel revient au galop, je décide de remettre une nouvelle couche d'éléments positifs. C'est-à-dire ce que j'avais vu tout à l'heure, c'est-à-dire de quelque chose qui me plaît ou quelque chose qui me concerne. Et quand je remets une nouvelle couche, au bout d'un certain temps, il y a toujours cette addiction qui revient, mais à moindre effet. Puis, quand je m'aperçois qu'elle revient à un moment, je me dis, je vais rajouter à nouveau une couche de positif. De la même façon que l'addiction est venue. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, simplement en m'occupant du positif, le positif va lui-même étouffer le négatif. D'accord? C'est-à-dire que si je comprends bien, par exemple, une personne qui est dépressive, qui a eu des problèmes assez lourds, il faut qu'elle aille voir le côté positif des choses pour pouvoir s'en sortir, pour aller toujours constamment dans le positif. Quand la personne elle est en addiction et qu'elle décide de faire un sevrage, on l'emmène bien dans un lieu positif. On ne la laisse pas à l'endroit, dans le produit, dans les copains et autres. Oui, c'est bon. On la transporte. La dépression, c'est un peu la même chose. Oui, c'est pareil, bien sûr. Pour tous les éléments, c'est pareil. Après, il y a des cas spécifiques qu'il faut évoquer. Mais plus je peux m'entourer d'éléments positifs, plus je vais mettre de l'énergie pour me faire du bien et de l'énergie pour faire du mal, c'est la même énergie, mais ce n'est pas le même résultat. Donc autant l'énergie à me la mettre pour me faire du bien, pour construire des choses positives, plutôt que de travailler sur le négatif. On a beaucoup été éduqués à travailler sur les défauts. Ceux qui aiment faire ça, faites-le, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, je préfère travailler sur les qualités, tout en sachant quels défauts j'ai, et que mes qualités vont étouffer mes défauts, parce qu'il n'y a pas la place pour les deux. Donc, au fur et à mesure, on peut faire des bilans pour savoir où en sont les défauts, et ça ne sert à rien de travailler dessus. Après, il y a des gens pour qui ça fonctionne, mais c'est l'exception qui confirme la règle. La majorité des gens, ça marche beaucoup mieux de travailler les qualités qui vont étouffer les défauts. Il y a certaines personnes qui sont des rocs, ils arrivent tout à faire du premier jour, c'est là tant mieux, parce que certaines personnes ont énormément d'énergie dans tel ou tel domaine et peuvent tout faire d'une seule fois. C'est-à-dire, si je comprends bien par rapport à ce raisonnement, je pense à la cigarette. La cigarette, c'est un effet dopamine, c'est-à-dire qu'on fume, la dopamine après demande et on consomme et on continue. C'est un petit peu ça ce qui passe au niveau du cerveau. C'est-à-dire, est-ce que la question que je me pose là actuellement, c'est est-ce qu'il peut y avoir un effet contraire, c'est-à-dire de dire un effet dopamine, mais à l'opposé du tabac? C'est ça le truc, la question que vous me posez. Est-ce qu'il n'y a pas un système de substitut, psychologique ou physique, je ne sais pas, qui dit, tiens,
il y a ce côté, le petit diable de la dopamine qui cherche le plaisir, pardon, et l'autre petit truc qui prendrait une compensation. Est-ce que ça existe, ça? C'est ça la question. Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à la hauteur de la dopamine Oui, pour contrecarrer les effets de la dopamine? C'est l'ange. C'est l'ange, c'est les qualités. C'est l'ange qu'on a vu. C'est toutes les qualités, c'est pas un diable différent. De toute façon, un diable, c'est un ange déchu. Hein. Donc, positivement, un diable c'est un ange. C'est un ange. Hein. Donc, pour moi, diable et ange, c'est pareil, c'est positif. Mais si on va plus loin, il y a des anges qui nous détruisent et des anges qui nous construisent. D'accord? Mais les deux nous aident à évoluer. Ton ennemi est ton ami, mon diable me renseigne sur moi. Oui, mais là, c'est par rapport à une question relationnelle, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des effets, c'est-à-dire des personnes relationnelles qui peuvent être positives ou négatives. Là, au niveau du mental, c'est-à-dire la dopamine, elle est comment dirais-je? C'est un élément qui est secrété. La nicotine, pardon. La nicotine, est-ce qu'il n'y aurait pas un système d'ordre psychologique ou biologique, je ne sais pas? C'est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire ça peut être le sport, ça peut être lire un bon livre, regarder un film que vous aimez. C'est pas un substitut, c'est l'inverse. Le substitut, c'est la cigarette. C'est ça le substitut. Donc il faut trouver l'origine. Non, mais même là, il faut inverser vos raisonnements. Parce que si à votre corps vous lui dites je vais trouver un substitut, vous êtes en train de l'arnaquer. Si vous lui dites je vais enlever le substitut pour revenir à la base, pour la majorité des gens, c'est beaucoup mieux. Maintenant, si vous, exceptionnellement, ou quelqu'un exceptionnellement, fonctionne avec des substituts parce que en faisant prendre à son corps des vessies pour de l'antenne, ça fonctionne, ben ok, il ne faut pas s'en priver. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, c'est pas la majorité des gens. Ça peut être le chewing-gum, la nicotine, ou le patch, des choses comme ça, c'est ça que je veux dire. Il faut trouver un autre moyen de ça, peut-être, non? C'est ça la question. Oui, après, les addictologues vous aideront là-dedans, mais en même temps, c'est pas que ça. Ça, c'est des éléments codépendants, aidants. Mais les éléments non codépendants aidants, c'est le sport, c'est la peinture, c'est la sculpture, c'est la musique, c'est le rire, c'est la joie et autres. Aller chercher notre plaisir, en fait. Oui, mais c'est pas un plaisir qui peut tomber dans une addiction, c'est un plaisir constructeur. Positif, Voilà, constructeur. Ça peut être la plongée sous-marine, ça peut être l'escalade et autres. Oui. En fait, vous parliez de substituts. Enfin, moi, je suis fumeuse aussi, mais c'est pas ce qui m'inquiète. C'est plus par connaissance des gens qui sont addicts qui ont été addicts à des drogues fortes et qui sont maintenant addicts à des substituts et qui ont des diligence par rapport à la consommation des substituts. Et l'idée, c'est un peu de savoir quel est le... Alors pourquoi est-ce qu'on peut être addict à des substituts? Oui, comment on s'en sort l'année. Non mais pourquoi déjà? Avant de... Oui. Pourquoi? C'est l'histoire de s'accoutumer. C'est la même chose que des virus. Les virus qui toutes les années on fait des vaccins contre, ils s'accoutument, ils mutent. C'est la même chose pour les addictions, elles mutent. D'accord? Donc le but, il n'est pas de transformer, il est vraiment, sauf certaines personnes, il y arrive, mais c'est rare. C'est pas le substitut, c'est vraiment de faire un sevrage en règle. Et un sevrage en règle, mais maintenant, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui le font et qui savent le faire. Donc, et éventuellement, si vous allez voir la majorité des psychiatres, ils vous mettent sous dépendance médicamenteuse. Donc même eux, si vous leur demandez dès le début, bon, normalement ils devraient vous le dire, c'est-à-dire dès le début, on prend des médicaments, mais au bout de telle date, on va arrêter, on va diminuer, ils devraient le prévoir depuis le début, mais ils ne prévoient pas. Et ils vous gardent sous médicaments tout le temps. Donc déjà, là-dessus, vous devriez, avec le psychiatre, donc savoir à quel moment, donc il va vous dire peut-être dans une semaine, dans un mois, dans un an, mais le tout c'est dès le début de savoir combien de temps vous allez être sous médicaments et au bout de combien de temps vous allez commencer votre sevrage médicamenteux. Parce que plus vous commencez tard et plus ça sera long, de la même façon que n'importe quel produit. Donc dès le début, il faut mettre en place le sevrage. Donc si déjà les psychiatres ne le font pas naturellement, je ne vois pas comment. Donc, si déjà les hommes de science ne le font pas naturellement, comment les hommes qui n'ont pas de science, entre guillemets, nous, lambda, on pourrait y arriver? Non? Est-ce que tout à l'heure vous parliez pendant le sevrage, en fait, il y a des douleurs. Oui. Vous parliez des drogues telles que l'héroïne, etc. Est-ce que pour les médicaments de substitution, c'est quelqu'un qui essaie de se sevrer lui-même de ces médicaments, est-ce qu'il y a une souffrance physique aussi? Pour tout le monde, même pour la cigarette. Donc ce que j'ai pris comme exemple de drogue dure, c'est que simplement, pour ceux qui ont des amis ou qui ont pu essayer de l'héroïne, ça fait vraiment mal dans le corps, dans les muscles, dans les os.
Donc la personne se pique, tout simplement, plus qu'elle est mal. C'est uniquement pour ça. Mais quand on prend la cigarette, c'est pour plus que j'ai d'angoisse. C'est un mal plus diffus, mais c'est un mal aussi. Il est moins compacté, il est moins dur, il est plus diffus, il est plus souple, il est plus large. Et puis l'héroïne, c'est un mal qui est plus compressé et qui est plus... Et s'il passe à la méthadone, après ça fait mal aussi s'il arrête la méthadone. Chaque corps doit être étudié avec des spécialistes qui font des prises de sang et qui voient le comportement. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes réactions aux médicaments. Mais généralement, voilà, c'est dégressif. Et ils ont normalement de moins en moins mal. Mais c'est moins mal, mais c'est encore mal. Donc, lorsque vous avez moins mal, vous avez tout aussi mal. C'est la même chose que le dessin qu'on a fait ici. C'est l'histoire des échelles de douleur. Hein. Ça veut dire c'est la même chose que ce dessin ici. Lorsque j'ai mal ici, en 6e, lorsque je suis en terminale, même si j'ai l'impression de ne pas avoir mal, j'ai mal. Mais ici, j'ai autant mal que là, parce que cette souffrance, je ne m'en rappelle plus. Celle-là que je vis actuellement, je m'en rappelle. Donc, quand j'ai mal, j'ai mal. Il y a des gens qui supportent bien la douleur, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui ont un seuil de douleur moins haut, donc qui ont mal très rapidement, de peur ou d'autre chose, mais ils ont mal. Donc, si, quand je suis en 6e, il m'arrive un accident, une rage de dents, et quand je suis en terminale, il m'arrive une rage de dents, j'aurai l'impression qu'il y a peut-être une plus forte que l'autre, mais c'est un seuil de douleur difficile à définir, mais qui est toujours douleur. Donc même si on change le produit, la personne aura aussi mal, mais elle ne se rappellera plus éventuellement comment elle aura mal avant. Par rapport à, avec l'âge vient la sagesse, même dans la douleur, quand on prend de l'âge, on peut arriver à avoir même mal par habitude et par expérience. Mais généralement, on a sensiblement le même mal, un peu comme madame qui disait, quand je suis parti 2 semaines, j'ai eu ce mal. Et ben, ce mal, il n'est pas rigolo. Donc, généralement, sur le seuil de douleur, on a moins mal, puisque la dose est moins importante, puisqu'on est en train de se sevrer. Donc, c'est normal que ce soit moins, mais la personne n'est pas censée sentir le moins. Elle peut être tout aussi... c'est la même chose que pour une personne qui a des crises d'angoisse, ou des crises de... crise d'angoisse ou crise de... Les crises tout court. Oui, des crises, ouais, voilà, des crises, on s'en reviendra. Quand elle est dans cette souffrance, elle a tout aussi mal que quelqu'un qui se drogue à l'héroïne. Hein. Même si elle n'a pas de... Quand il y a des gens qui sont proches de suicider avec des crises d'angoisse, des crises de... De manque, oui. De manque. Non, c'est des gens, c'est un terme connu. L'épilepsie, les tétanies. Non, mais... C'est pas mon film. Non, c'est plus simple que ça. C'est proche de l'angoisse. Non plus. Crise panique. Voilà, crise panique. Voilà. Les gens qui ont des crises paniques ont tout autant de douleur à ce moment-là, parce qu'ils sont proches du suicide, que des gens qui ont besoin d'un sevrage, qui ont besoin d'un produit. Donc, dans l'absolu, puisque cette personne, par rapport à votre question, est en train de se sevrer, elle a en effet moins mal, mais elle n'est pas censée le sentir. Et donc, à partir de quand là, ça va jusqu'en terminale, mais après... Ça continue. Ça continue pareil. Ça continue pareil, c'est-à-dire que au fur et à mesure, même si vous faites tout bien dans votre vie, vous aurez toujours un moment, un rappel, éventuellement, si après on va dans la philosophie. Symboliquement, c'est le cordon ombilical avec la mer, c'est le fait qu'on soit sorti, donc on a un manque. Mais si vous dépassez encore ça, vous aurez encore celui avec l'univers. Vous venez bien de quelque part, par exemple. Donc vous avez encore un mal par rapport à la fourmi que l'on est ici sur Terre, alors qu'on devrait être un ange. Un ange capable de tout. Donc, au fur et à mesure que vous progressez, si on se dirige plus loin vers la progression, on arriverait quoi au yogi, maître, au yogi qui se flagelle et autres, à des gens qui n'ont plus besoin de rien pour vivre et qui vivent, et éventuellement les yogis, si vous prenez les biographies des yogis, des gens immortels, donc qui sont capables de vivre dans différents corps et d'être immortels. À ce moment-là, ils ont d'autres problématiques, ils sont plus au stade humain, ils sont au stade divin, vivant sur Terre, ils ont d'autres problématiques à leur degré à eux. Mais c'est à l'échelle du cosmos, c'est plus à l'échelle de Marseille.
ou de mon chez moi. C'est bizarre ce que j'ai raconté ou je suis parti un peu loin pour... Donc alors, la nécessité d'en sortir, la nécessité, elle peut être par rapport à la maladie, par exemple, le cancer, ou alors par rapport aux autres. Il y a Sinon, plusieurs... on a intérêt à rester dans une situation où on se sent bien. C'est-à-dire avec le... Si moi j'aime fumer, par exemple, l'intérêt que j'ai de m'arrêter de fumer, c'est simplement parce que j'ai fait un infarctus l'année dernière et il faudrait que j'arrête, sinon je vais mourir. Alors, il faut trouver, comme on a vu, comme ici, plusieurs intérêts. C'est-à-dire regarder quels sont les différents intérêts. Éventuellement, si la personne n'a pas peur de mourir, si la personne veut finir sa vie, bon, pourquoi pas. Après, c'est son choix, elle. Il faut voir, est-ce qu'elle a quelque chose qui motive. Donc, suivant les gens, il y a différentes motivations. Certains, ça peut être l'amour, d'autres, ça peut être les enfants, d'autres, ça peut être la maladie, d'autres, ça peut être voyager, d'autres, ça peut être dépenser son argent, d'autres, ça peut être rencontrer. Mais il faut voir quelle est la motivation. C'est pour ça qu'il faut pouvoir rencontrer différents spécialistes pour savoir est-ce que vraiment je suis motivé ou pas. Et si je suis motivé, quels sont les différents éléments, atouts que chacun pourrait me donner, que je pourrais mettre en pile pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc la motivation personnelle est importante, mais en même temps, si j'ai toute la plus grande motivation que je veux et qu'autour de moi j'ai aucun exemple, ça ne va pas le faire. Généralement, ça ne marche pas. Il y a toujours exception quand on arrête, mais généralement, ça ne marche pas. Donc, si j'ai la motivation, c'est bien, mais après, il faut que j'ai les outils. C'est pour ça que je disais que si vous allez voir l'addictologue du coin, il y a beaucoup de chances pour que ça ne marche pas. Si vous allez voir un centre où il y a 50 à 100 addictologues à l'année, avec une rotation de 50 ou 100 personnes par jour, il n'y a aucun problème. Vous avez beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Lorsqu'on a repéré quelques éléments destructeurs dans son parcours de vie, ça peut nous aider dans le sevrage, parce qu'on a déjà repéré ces éléments. Oui, et de quelle façon? De quelle... Je ne vais pas raconter, c'est une chose tout à fait intime que j'ai vécue en 2008, mais à un moment donné, je sais pourquoi j'ai replongé dans la cigarette. Oui. Et le fait de le savoir, je veux dire, donc, bon, je fume encore, hein, mais le fait de le savoir, je veux dire, ça peut aider dans le sevrage en disant, bon, ben, demain, je n'ai plus envie de retomber parce qu'une situation pareille, je n'ai plus envie de la revivre. Parce que je sais que je vais tomber dedans. Voilà, c'est pour ça que je vous expliquais qu'il est important de regarder pourquoi j'ai voulu partir, donc pour éviter de retomber dedans. Parce que si je ne regarde pas dans toutes les relations, parce que là, on a marqué relations familiales et amoureuses, et c'est la même chose au niveau, si je rajoute le travail, c'est la même chose si je rajoute, j'ai changé de logement, pourquoi j'ai changé de logement, qu'est-ce qui me plaisait pas, vers quoi je voulais aller. Et puis entre deux logements, quand j'étais chez les copains, chez les copines, chez les parents, qu'est-ce qui m'a plu, que j'aimerais bien garder, et ainsi de suite. Quand j'ai changé de pays, aussi, j'ai pu changer de pays ou de région, de département. Quand j'ai changé d'animaux, parce que je peux avoir des animaux, je peux avoir des chats, des chiens, des tigres, bon, etc. Mais pour ramener ça sur une dimension humaine, par rapport aux relations humaines, le sevrage, il se matérialise comment? Parce que là, il n'y a pas de produit fort, il n'y a pas de produit... Alors, si on en vient plus à la jalousie, c'est ça? Par rapport à la dépendance amoureuse. Dépendance amoureuse, c'est ça? Oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. La dépendance amoureuse. Oui. Bon. Bah, déjà, je ne sais pas si tu as répondu en fait. Non, justement, on y vient. D'accord. Donc on y vient. Donc dépendance amoureuse. Donc, quel est le produit dans la dépendance amoureuse? C'est la femme, ça? Non, c'est pas ça. Quel est le produit dans la relation amoureuse? Le sexe? Dépendance. Non, c'est pas ça. C'est une réaction chimique. Là, dans ce cas-là, par rapport à la dépendance, le produit, c'est le concept que j'ai de la relation. Le concept que j'ai de la relation. Le concept, c'est comment je suis bâti. Donc, tout à l'heure, on était sur des produits physiques, là, on est sur un concept idéologique, sur l'éducation que j'ai reçue, sur le concept que j'ai au niveau de comment doivent se passer nos relations. Donc, suivant l'image que j'ai reçue, ou l'éducation que j'ai reçue, ou la synthèse que j'ai faite de tout ce que j'ai pu connaître, fait qu'aujourd'hui, pour moi, une relation est dépendante ou n'est pas. D'accord. Donc, en fait, c'est l'individu qui projette cette dépendance et qui se met dedans. Oui, parce que c'est son seul schéma constructeur qu'il connaît de la relation,
donc la dépendance. D'accord. Comment Quand il a l'impression de vivre une dépendance qu'il n'a pas vécu auparavant. C'est qu'il est amoureux, tout simplement. Et alors, où est la frontière entre l'amour et la dépendance? Où ça commence, où ça finit? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Parce que dans en le... étant amoureux, ma foi, on se retrouve. Oui et non. Il y a des gens qui sont amoureux sans être dépendants. Alors justement, voilà, on peut être amoureux sans être dépendant. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire du jour au lendemain, on peut changer de vie, Bien on sûr. peut changer de pays, on peut dire je t'aime, mais je m'en vais. Bien sûr. Mais je t'aime. Il y a beaucoup de gens qui se sont séparés en aimant leur partenaire. Parce que c'était mieux pour tout le monde, ou pour l'autre, ou pour soi, ou pour même le pays. Donc ça, c'est une notion qu'il faut intégrer. Oui, bien sûr. L'amour comme les ressources, c'est pas fait pour une personne, c'est fait pour tout le monde. Et ça veut dire que tu privilégies, si tu dis je pars dans un autre pays, ça veut dire que tu privilégies une cause, tu privilégies une idéo, plutôt que la personne pour laquelle tu... Dans l'exemple que j'ai cité, moi, c'est pas ça. Puisque j'ai dit que certaines personnes peuvent se séparer en s'aimant. J'entends bien. Et dans ce cas-là... Mais ils le font quand même. Oui, mais dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que c'est pour aller vers quelque chose. C'est parce que leur relation entre eux ne fonctionnait pas sur différents degrés, sur différents niveaux. Et qu'en se séparant, ils pouvaient éventuellement faire d'autres expériences qui allaient beaucoup plus leur apporter séparément que s'ils restaient ensemble. Non, je pense que ce qu'il veut dire par là, la dépendance amoureuse, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre l'un sans l'autre. C'est ça, là, je crois, peut-être la question aussi, non, en même temps. Non, mais tout m'intéresse. Alors, si j'essaie... Il y a des cas comme ça aussi, hein, ou une personne qui ne peut pas rester... Je vais essayer de répondre. Donc, si on inclut les deux, ça donnerait quoi? Ça donnerait pour moi une seule solution. Donc, on l'a déjà évoqué dans d'autres conférences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... je regarde l'heure parce qu'il nous reste peu de temps. Et ça veut dire que si on a 100% de points communs, je vais le faire différemment, avec un autre schéma. Je vais le mettre à côté de celui-ci. Quand on est enfant, les parents essayent le plus possible à ce que chaque enfant ait une chambre à lui pour son indépendance, justement. Parce que toutes les familles dans lesquelles les enfants n'ont pas eu leur chambre, ou dans lesquelles il n'y a pas de porte à la maison, au WC, à la salle de bain, aux chambres et autres, tous les enfants dans lesquels tout le monde a vécu dans la même pièce ou sans porte ont généralement beaucoup plus de problèmes que ceux qui ont eu leur indépendance à la maison. Donc, pour faire simple, quand on est en couple, on devrait avoir ces mêmes pièces d'indépendance. Pas forcément la chambre, mais des pièces de créativité d'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici j'ai quelqu'un de plus rigide, de cartésien, de mathématiques, mais tranchant, et si ici j'ai quelqu'un de plus extraverti, bordélique, dans tous les sens, donc j'ai par exemple des portes d'étanchéité sur lesquelles j'ai un lieu commun, chambre, salle de bain, cuisine, salon, etc. Et j'ai deux pièces de créativité séparées dans lesquelles aucune pollution peut sortir, ni par n'importe quel sens, visuel, olfactif, ainsi de suite. Mais lorsque j'ai ces deux personnes qui, d'après leur symbole, un introverti et un extraverti, n'ont pas de points communs. S'ils n'ont pas de points communs qui se sont rencontrés, c'est qu'il y a quand même des points communs inconscients, potentiels. Soit anciens, soit présents, soit futurs en potentialité. Donc ça veut dire que la personne rigide ici a rencontré quelqu'un de bordélique, pas pour aller apprendre le bordel, mais pour aller apprendre la souplesse, un cran plus près de lui. Et éventuellement, la personne ici qui est ultra bordélique a rencontré quelqu'un d'hyper cartésien rigide mathématique, pas pour devenir rigide, mais pour devenir rigoureux, pour avoir de la rigueur. D'accord? Donc le but n'est pas de passer d'un extrême à l'autre, mais de rencontrer la partie qui nous correspond, donc d'acquérir de l'autre une certaine partie. Ce qui fait que si les gens, dès l'origine de leur rencontre, ont 100% de points communs, ils n'ont pas besoin de ces pièces séparées, puisqu'ils peuvent vivre ensemble au même endroit, puisqu'ils sont sur le même niveau de vie. S'ils ont 100% de points communs, ce qui est très rare. Mais dès qu'ils ont des pourcentages, ici, éventuellement, ils auraient 25% de points communs. De points communs et séparés, puisqu'il y a 25, 25 et 50. 50% de points communs. Mais moins il y a de points communs, plus cette pièce est petite, et plus les autres sont grandes. Et plus il y a de points communs, plus cette pièce est grande. Donc, par rapport à la dépendance et l'indépendance, plus on a de points communs, plus on était indépendant et on peut vivre ensemble, moins on a de points communs, plus on risque d'être dépendant de l'autre pour vivre ensemble.
le sevrage, lorsqu'il est nécessaire de quitter quelqu'un avec qui, pour lequel on n'est pas d'avenir, il n'y a pas assez de points communs pour que la relation perdure. Donc le sevrage à l'échelon humain, parce que là tout à l'heure, à l'échelon amoureux, parce que là tout à l'heure tu as relaté pour des drogues dures et tout ça, qu'est-ce qu'il en est C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même, ça marche pour ça aussi. On s'expatrie, on va ailleurs et on regarde tout ce que l'on n'a pas, ce pourquoi on a quitté les autres relations, ou les autres métiers, ou les autres pays, vers quoi on voulait aller, et ce qu'on a fait entre deux. Et très souvent, tout ça répond à qu'est-ce que j'ai pas mis en place dans cette relation, que éventuellement j'aurais pu en mettre en place, si on avait ces points communs potentiels. Maintenant, il y a des gens qui ont 1/30 de points communs, et qui vivent un jour par mois ensemble, et tout le reste, ils vivent séparés. Et ils vivent depuis des années comme ça. D'accord ? Et ça ne les dérange pas. Mais ils se voient une fois par mois. Me concernant, ce n'est pas un souci d'indépendance, c'est un souci c'est en fait, il est nécessaire qu'on se sépare, et ça ne fait pas. Ça fait pas. Mais pour autant, il est nécessaire. Il n'y a pas de... Il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan actif-passif, donc toutes les relations, savoir tout ce qui va bien et tout ce qui ne va pas, savoir tout ce qu'on a appris avec l'autre dans cette relation. Mais ça, je crois que tout ce qu'on n'a pas appris, le bilan. Tout ce qu'on n'a pas appris. Je l'ai fait le bilan. C'est pour ça qu'après le bilan, il en résulte qu'il faut qu'il y ait une séparation. Mais pour autant, elle est douloureuse. Il n'y a pas de problème, c'est normal que... C'est normal. Ben oui, la même chose... Ben oui, la même chose... Ça devient obsessionnel et il faut passer cette période. C'est normal, que ce soit de l'amour... Alors à quel moment tu peux déterminer, à partir du moment... À quel moment tu peux déterminer que tu es d'aplomb avec toi-même et que tu peux... tu vois, à quel moment tu es... comment dirais-je, sain, entre guillemets, pour quelqu'un, quoi, tu vois. De pas arriver avec les valises, ou de pas reprendre une béquille, ou de pas, tu vois, d'arriver avec un esprit... C'est une autre question que l'addiction. C'est une autre question. C'est une autre question. On va finir avec les questions d'addiction, et puis après on peut prendre cela éventuellement, mais c'est une autre question que l'addiction, oui. Par exemple, on a parlé de relations pour le jeu. Par exemple, si vous éloignez, comment vous y prenez avec un joueur? Si vous l'éloignez, à un moment, il faut qu'il revienne dans la société. Il verra marquer l'auto, au casino, au PMU. Ah, par rapport au jeu, l'addiction au jeu. L'addiction au jeu, il faut rester dans une forêt. Et à un moment, il ne faut pas qu'il retourne. Oui, mais c'est la même chose que pour la cigarette. Comment vous y prenez C'est la même chose que la cigarette. C'est quoi la différence avec la cigarette? Dans la société, il y a les tabacs tous les coins. Aussi, oui, elle va ressentir des fumeurs autour d'elle. Oui, c'est au moment où on se sent plus fort, je crois, non? Parce qu'on est arrivé pendant un certain temps, on se dit, voilà... Parce qu'on a changé nos habitudes, mais en même temps, comme on a vu, si j'ai une addiction au jeu et que je veux la supprimer, il faut bien que je mette autre chose qui me nourrisse à la place. Parce que j'étais simplement sur une nourriture, sur une béquille jeu, que la société nous donne. Donc pour enlever cette béquille, il faut que je fasse une créativité à la place. Je peux pas, si j'enlève ma béquille, je vais dans la forêt et que je reviens dans la jungle, enfin dans la ville, mon addiction va revenir parce que j'ai rien monté à la place. Donc par rapport à ça, il faut construire, quand je suis parti, d'autres qualités qui vont me servir, qui vont me donner le carburant. Parce qu'actuellement, c'est ça qui est mon carburant, c'est les jeux. Donc je dois monter un autre carburant, mais un carburant plus naturel que je peux avoir accès n'importe où, à n'importe quel moment, sans argent, sans personne. Le carburant, il ne doit pas dépendre de quelque chose, ni de l'argent, ni des gens, ni d'autres. C'est vraiment une créativité personnelle qui est propre à chacun. Et sans ça, comme vous le dites, quand j'y retourne, il y a une problématique. Sauf exception rare, mais il faut pouvoir, dans ce laps de temps, construire assez de choses pour tenir le coup et continuer après à construire la suite. Parce qu'on a toujours des défauts, donc on ne peut pas tout construire jusqu'au bout, mais on peut commencer et puis continuer au fur et à mesure. Ça répond à la question ou pas? Oui. Je rebondis sur ce que précisément... Oui, juste quand même, parce que est-ce que c'est pas tout ce qu'on a évoqué depuis le début? Parce que ça me semblait avoir ce que j'avais évoqué depuis le début sur votre question, mais peut-être là je l'ai précisé différemment. Non? C'est bien. Mais je rebondis exactement sur ce que tu viens de répondre, à savoir que le principe, pas des vases communicants, mais de remplir du positif par rapport. Et en fait, c'était ça ma question de tout à l'heure. Et
Ça veut dire que dans le cadre d'une relation sentimentale qui se termine, l'idée c'est d'avoir une vie sociale remplie, épanouissante, ça veut dire que tu rencontres des gens, ça veut dire... Non, ça ne veut pas dire ça. Ah, ça ne veut pas dire ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Si vous êtes un commercial né, oui, ça veut dire ça. Mais ça veut dire ça que pour les commerciaux, que pour ceux qui ont beaucoup de bagou et qui aiment la société. Mais la majorité des gens ne sont pas des gens commerciaux et qui ont envie de sortir tous les soirs ou d'avoir une vie sociale. La vie sociale, c'est aussi la surconsommation existe à tous les niveaux, y compris dans la vie sociale. Par exemple, moi j'arrive sur Marseille. Je n'ai pas un réseau relationnel développé, puisque je ne suis pas natif d'ici, je n'ai pas grandi, et j'arrive. Bon. Je n'ai pas de famille ici. Donc, nécessairement, je suis obligé soit de m'épanouir dans mon travail, soit d'élargir mon cercle relationnel. J'ai que deux possibilités. Soit je m'épanouis dans le travail, soit j'élargis mon cercle relationnel. Il y a le sport et tout le reste, mais oui. Le sport et tout le reste, quand tu n'as pas à côté ces bases que sont la famille, que sont les amis, que sont... ma foi, faire du sport, j'en fais, c'est déjà quelque chose qui n'est pas facile à faire. Alors si déjà tu vas pas bien, tu fais du sport, tu vois, ça fait du bien de faire du sport, c'est une manière de garder la santé, mais c'est aussi une manière de se faire du mal. Et se faire du mal quand ça va déjà pas bien, tu vois... Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as évoqué trois possibilités, soit le travail, soit le relationnel, soit le sport. Il y a une infinité d'autres possibilités. Oui, la lecture, la musique, la culture... Voilà, donc il faut prendre chacun des éléments, parce que dans la lecture, je ne vais pas aimer tout lire. Dans les films, je ne vais pas aimer tout voir. Il faut prendre les éléments dans chacun des catégories. Tu regardes un film, tu es tout seul. Tu lis un bouquin, tu es tout seul. Alors, tu vas aller faire une balade en forêt, tu es tout seul. Tout ça, j'aime le faire, tout ça. Mais tu vois ce que je veux dire, ça me semble plus difficile pour quelqu'un qui est dans mon cas que pour quelqu'un qui est natif de cette même ville. Non, enfin, je sais pas. Non, ça ne me semble pas difficile. C'est plus difficile. Pour moi, c'est plus difficile. Oui, c'est ça. Chacun de nous, on a une créativité différente. Donc, il faut simplement que pour toi, tu trouves ce qui te plaît plus que pour les autres. Mais il y a des gens qui peuvent arriver dans une ville sans connaître personne et se complaire tout seul sans avoir aucun niveau relationnel. De rentrer le soir et étudier sa philosophie ou étudier les maths ou l'astronomie et puis se débrouiller tout seul parce qu'ils préfèrent ça. Ou éventuellement avoir un partenaire en astronomie ou un partenaire en sport et puis c'est tout. Donc si toi tu as besoin de relationnel, c'est bien, mais maintenant il faut faire attention, est-ce que relationnel égale surconsommation, égale dépendance ou égale simplement communication. Tu as évoqué tout à l'heure qu'il fallait rire, qu'il fallait être gai, qu'il fallait rire en lisant un bouquin, rire en... Enfin, tu vois, tu vas au cinéma, c'est éphémère. Tu vas faire une balade en forêt, tu rigoles pas parce que tu vois la mer. Quoi. Donc je vais couper, donc il n'y a pas de solution. Si. Alors laquelle? Je te la demande. Donc, moi j'ai amené les solutions, mais a priori, elles ne correspondent pas. Je pense que peut-être, je pense essentiellement qu'il faut créer autre chose. Oui. Moi je suis enseignant de maths. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je fais mes stratégies, oui. Je vais les appliquer au casino. Parfois elles marchent, je reviens à 1500 euros, 1000 euros, je suis content. Je crois qu'elles vont marcher tout le temps, je repère 1000 euros, 1500 euros. Je suis dans un cercle vicieux. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de grosses pertes. Mais je me dis, ça peut commencer. C'est pour ça que je veux ce soir. Donc je suis dans ma créativité de maths, je reviens avec mes chiffres et compagnie, je fais mes calculs, je vais les appliquer au casino. Donc alors, je pense qu'il faudrait que je crée quelque chose de nouveau. En couple. C'est possible si on veut sortir de ça, mais quand on est dans la créativité, il n'y a pas que ça. Mais je pourrais réunir les deux questions. Celle, comment est-ce qu'on peut faire une belle relation sans addiction? Parce que moi, mes maths et mon casino, c'est une relation. Donc, la même chose que dans une relation entre moi, homme et une femme, ou moi, homme et un patron, moi, homme et un projet, je vais mettre un cadre. Donc, le cadre, pour répondre à la première question, et auquel je répondrai en même temps la deuxième, simplement c'est des degrés d'interprétation différents. Le premier, c'est que j'ai des qualités, j'ai des défauts. Donc, je vais rencontrer quelqu'un qui a des qualités et des défauts. Maintenant, si moi j'ai des défauts et je ne veux pas y travailler dessus, je risque de rencontrer quelqu'un pareil qui a des défauts et qui ne va pas travailler dessus. Donc, on risque d'arriver rapidement au clash. Pour ne pas être dans ce clash, il va falloir que, par rapport à mes défauts, je travaille de mon côté, séparément, et je travaille avec la personne, aussi éventuellement par rapport à ses défauts, parce que je vais attirer quelqu'un qui va vouloir inconsciemment me faire travailler mes défauts. Donc si je décide d'avoir dans cette relation, de travailler mes défauts
à l'extérieur et dans la relation, pour toujours une meilleure communication et aller plus loin de l'avant, parce que j'ai mis un cadre avec la personne avant même de commencer, pas après avoir commencé, mais au moment où je commence. Si je mets un cadre en disant j'ai des défauts et j'ai des qualités, la personne a aussi des défauts et des qualités, et aujourd'hui les gens travaillent comme ça séparément et ensemble, ils aiment ça, alors je vais pouvoir aller plus loin. Donc si dès le début, moi, mes stratégies de maths et mon jeu, je mets un cadre, et un cadre c'est quoi? C'est, avant de partir dans la relation, je mets un cadre. Donc je dois définir des règles de jeu. Parce que si, avec mon partenaire, je définis des règles de jeu qui sont dépenser tout le budget du ménage avec des dettes, on va vite arriver au crash. D'accord? C'est la même chose. Que ce soit moi avec ma stratégie de jeu et mon casino, je vais mettre un cadre sur lequel, que ce soit un casino ou un être humain, je peux dépenser de l'argent, mais il y a une limite que je ne dois pas dépasser. Donc si je mets ce cadre avec mon jeu ou avec mon partenaire, il n'y aura pas de problème. Si je ne mets pas... En plus, ce cadre, il n'est pas figé, il est évolutif au fur et à mesure. Donc je dois mettre un cadre évolutif qui fait que je dois pouvoir revoir ce cadre toujours vers plus de liberté, pas plus de dépendance. Donc la solution pour moi, c'est sûr que si je veux me sortir de l'addiction, c'est le sevrage et j'arrête complètement, mais si éventuellement je suis tout seul et que j'emmène pas Pierre-Paul Jacques, je suis tout seul avec mes finances et que je suis libre de faire ce que je veux, je peux aussi, pour pas sombrer, mettre un cadre qui fait que je ne vais pas dépenser tant, que je vais pas être dans telle limite, pour faire attention, qui est la même chose dans n'importe quelle relation. Je suis là-dedans, mais je trouve que mon cadre, il devient de plus en plus grand. Je suis en train de faire de plus en plus des plus grands tableaux. Je faisais un petit cadre, des petites peintures. Maintenant, j'augmente mon cadre. Je fais de belles peintures, bien sûr. Jusqu'où il va aller mon cadre. Peut-être que si monsieur fait partager ses formules, on sera plusieurs addicts et ça sera plus facile, on pourra le soutenir, Non, parce que le partager. Ça tourne en rond. Le cadre, je me permets de plus grande peinture. On vous accompagne. Alors des fois, les peintures sont magnifiques. Alors, des fois, c'est des gâches. Intuitivement, on va peut-être finir par ça, mais est-ce qu'il y a une autre question ou pas? Oui. Par rapport au schéma de la dépendance affective, se libérer de la dépendance affective. Bon, tout c'est le schéma là-haut. Hein. Comment faire en chemin? Parce qu'il y a tout de même une charge émotionnelle. Comment faire pour enlever cette charge émotionnelle? Parce que bon, c'est bien de faire, disons, un débroussaillage en disant bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je me libère de cette dépendance affective par rapport à l'autre, mais en même temps, on dirait, on s'égratine quelque part, je veux dire, bon, je sais pas, il y a... Oui, on récolte ce qu'on sème. D'accord, mais bon, il y a tout de même cette charge émotionnelle qui est là, parce que je veux dire, bon, juste faire un quadrillage de toutes les choses qui ne tournent pas bien et qu'on enlève, en même temps, je veux dire, bon, on y perd des plumes, quoi, je sais pas, et puis cet aspect des choses, je veux dire... Quand je fais un crédit, j'y perds des plumes, hein. Faire mal. Tomber dans une addiction, c'est y perdre des plumes. Ça, on ne le lance pas au début, mais c'est comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas enlevables. Hein. Oui, mais le côté émotionnel, parce que quelque part, il est là, ce côté émotionnel. Comment faire pour dire, bon, ça, je ne veux pas, en plus. Non, de la respiration, la méditation, non? C'est possible, mais il faut un exemple précis. Ah, un exemple précis. Là, je vois pas ce que ça veut dire du tout. Se libérer de la dépendance affective, par exemple, par rapport à quelqu'un, hein, on a évoqué. Oui, malgré tout, je veux dire, il y a cet aspect émotionnel, cette charge émotive qui est là, qui est de l'affect aussi, hein, je veux dire, mais comment faire pour se dire, bon, ok, j'ai bien analysé la personne, ma relation avec l'autre. Alors comment faire? Ouais, comment faire? Puisque c'est de l'amour, d'accord? Bah oui, quelque part, voilà. Oui. C'est de l'amour. Je dois, comme en comptabilité, actif-passif, peser ce que je gagne et ce que je perds. A priori, d'après ce que tu dis, c'est que je perds plus que ce que je gagne. Ben oui. Donc si je perds plus que ce que je gagne, la même chose que par rapport à ma relation avec le jeu, avec le casino, je vais être obligé d'arrêter. Parce que si je continue, donc je pousse le processus à l'extrême, qu'est-ce qui se passe? Si je continue et je pousse le processus à l'extrême, je me fais du mal. Voilà, pour moi, rien que l'idée des conséquences suffit pour dire je vais supporter ce mal pour ne pas aller avoir encore plus mal. Oui, mais ça c'est quand on raisonne. Mais c'est une des techniques. Non, Simplement. moi je suis pas trop d'accord. Je veux dire, moi je fume.
Je sais que je vais mourir. Lui, il va au casino. Il va pas arrêter, il va se ruiner, il le sait. Voilà, c'est ça la question. La question, est-ce qu'il y a une solution concrète? Les solutions sont Il va être différentes. ruiné, moi je vais être mort. Voilà. Les solutions sont différentes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont arrêter parce qu'elles vont être malades, gravement malades. Il y a des personnes qui vont arrêter pour leurs enfants. Il y a des personnes qui vont arrêter parce qu'elles seront en prison. Il y a des personnes qui vont arrêter parce qu'elles vont mourir. Il y a des personnes qui arrêtent parce qu'elles meurent, tout simplement. Après, certaines personnes prennent cette solution-là, de mourir, pour arrêter. Et puis il faut travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution radicale en fait. Mais Voilà. si, Non, mais non. s'il y a un vrai travail, il faut faire un travail profond pour les addictions profondes. C'est ce qu'on a évoqué, mais c'est pas ce qu'il veut. À la base, on voit des addictions chez les gens plutôt anxieux. Parce qu'en général, quelqu'un qui ça remplit un vide, je crois. Parce que Oui, on remplit un vide. on voit rarement des gens addicts. Parce qu'on peut rebondir quand une rupture affective, Non, mais tout le monde l'a vécu, je veux dire. Il y a des gens qui sont anxieux, qui passent à la TS, qui ne passent pas à l'addiction. Donc, tentative de suicide. Oui. En fait, je pense que dans le plan de cette soirée, etc., il y avait aussi quelque chose sur comment on peut aider les personnes. J'imagine qu'on est tous ici un petit peu pour... Alors, comment on peut aider les personnes? C'est en regardant tous les chemins, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire si vous vous intéressez uniquement à l'addictologue du coin, ça ne va pas le faire. Donc il faut que vous preniez tous les chemins et que vous alliez voir les gens qui savent faire, premièrement. Vous pouvez consulter aussi ceux du coin, plus ceux qui savent faire. D'accord? Donc allez voir plusieurs spécialistes. Après, vous allez les aider par votre exemple. Ça veut dire que, si je le dessine, ça veut dire que sur une échelle comme celle-ci, j'ai une ligne de non-retour qui est en dessous le décès, en dessus la vie, et puis j'ai deux partenaires. J'en ai un qui est plutôt négatif et qui sombre, et puis j'en ai un autre qui est plutôt positif, mais qui décide de l'accompagner, tel que vous l'évoquez, parce qu'il veut l'aider à en sortir. Au bout d'un moment, le plus positif se dit, si je continue, je vais y perdre la vie. Et je suis quand même intelligent, mais il vaut mieux en perdre un qu'en perdre deux. Donc celui qui accompagne, qui est positif, décide au bout d'un moment de tourner, de changer de sens. Donc quelque part, c'est le référent, mais ça a toujours été le référent, parce que c'est lui qui aide. À ce moment-là, 9 fois sur 10, qu'est-ce qui se passe? L'autre suit son référent. Tout simplement, quand on chute, c'est que le référent n'avait que cette méthode pour l'accompagner. Il pensait qu'il fallait faire comme ça. Donc si le référent change de direction, 9 fois sur 10, l'autre change de direction. Donc pour aider quelqu'un, il faut déjà s'aider soi-même. Il faut commencer par montrer l'exemple. Et traiter toutes ses addictions à soi aussi. Quand on est clair, c'est plus facile pour que les gens prennent exemple. Et très souvent, les addictions de ce qui nous côtoie viennent de nous. Lorsque vous invitez des gens chez vous, est-ce que vous avez déjà essayé de faire un repas ou une demi-journée, une journée sans cigarette? Pour aider les gens autour de soi, il faut peut-être commencer déjà par ça. Même si c'est mal vu, même si c'est ceci, même si c'est cela, c'est comme ça qu'on commence. Et si vous invitez chez vous des gens et que vous autorisez entre guillemets la cigarette, je ne vois pas comment vous allez pouvoir aider quelqu'un. Parce que si la personne a une addiction quelle qu'elle soit, et que si vous en autorisez une, et si vous autorisez quelque part vous, c'est la codépendance, si vous, par votre exemple, pourquoi la cigarette, pourquoi pas le reste? Donc il faut déjà chez soi être clair, vraiment à tous les degrés, et montrer l'exemple à tous les niveaux. Même si ça sépare, même si ça fait que les gens viendront moins vous voir ou plus vous voir, mais au moins vous êtes clair. C'est un peu dur. Oui. Vous êtes clair, mais en même temps, on se passe de leur amitié, quoi. Non, c'est une forme de respect du fait qu'ils soient différents et que il faut que ça vienne d'eux aussi. Hein. Oui, mais si vous côtoient, c'est pour vos qualités, pas pour vos défauts. Si vous côtoient, c'est qu'ils voient en vous des choses qu'ils estiment. Donc si dans ce que vous êtes intransigeant là-dessus, c'est pour ça qu'ils vous aiment aussi. Maintenant, si vous leur passez leurs défauts comme des caprices, ce sera difficile parce qu'après vous puissiez les aider. Moi, il faut être intransigeant jusqu'au bout. J'ai pris l'exemple de l'invitation, concrètement.
Parce que déjà, simplement, quand on évite quelqu'un, quand on évite des gens, est-ce que déjà on dit, bon, à la maison, même si j'ai un jardin, on fait journée sans cigarette, demi-journée sans cigarette. Il y en a qui ne vont pas tenir, c'est sûr. Hein. Et après l'autre, le restant de la journée, ils vont parler aussi. Oui, bon. Mais déjà, hein, des petits exemples comme ça. Après, il faut me donner un autre exemple plus précis pour que je puisse vous donner. Sinon... Non, parce que la cigarette, moi je suis fumeuse, mon copain aussi, mais enfin, voilà, il a un problème depuis très longtemps, il a été héroïnomane et maintenant il est sous substitution depuis des dizaines d'années. Pour l'aider, donc, comme on a vu, il faut déjà prendre tous les chemins des spécialistes là-dessus, se renseigner. Maintenant, pour l'aider, il faut que vous soyez de mieux en mieux dans votre vie pour qu'il ait un exemple de quelqu'un qui est de mieux en mieux. Mais si lui prend de substitution et vous prenez une cigarette, comment est-ce qu'il peut vous suivre? Oui, parce que pour lui, que ce soit la cigarette ou son produit, c'est qu'il kiffe bourrico. Pour lui. Pour vous, non. Mais pour lui, à son degré, lui, c'est pareil. Hein. À son échelle à lui, la cigarette fait autant de dégâts que lui, son produit pour lui. C'est simplement... il y a un décalage, mais pour lui, le décalage, là, à nous, c'est un degré différent, c'est tout. Mais c'est... Ça peut créer une situation plus claire, mais elle peut aussi s'arrêter de fumer et son copain lui dit mais bon, toi tu fais ce que tu veux. Mais... Peut-être, mais à la question comment on aide, pour moi on aide comme ça. D'accord, ça commence comme ça. Oui, parce que pour lui, vous faites du mal au même degré que lui se fait du mal. C'est le même degré de destruction. Mais si moi j'ai arrêté la cigarette, lui a arrêté la cigarette, plus la risque, beaucoup. Ça se fait au fur et à mesure, pas à pas. Après, il faut voir toujours par rapport à des bilans médicaux bien précis. En plus, il y a des gens qui peuvent se passer de bilans médicaux, mais c'est rare. La majorité ont besoin de bilans médicaux parce qu'en même temps, ils peuvent avoir des carences sanguines ou physiologiques à mettre en place parce que tous ces produits ils détruisent quand même. Donc il faut quand même vérifier si les produits ne sont pas eux-mêmes addictifs et ainsi de suite. Ce qui le sont 9 fois sur 10. Donc voir. Voilà, mais c'est les vrais addictologues, dès le début, mettent en place le sevrage, dès le début. Et vous donnent des échelles, avec des dates, avec des mois, avec des années. Voilà. Si vous ne mettez pas ça, c'est pas un addictologue. C'est que moi je suis allé voir, il m'a rien donné tout et ça. je suis d'accord. Et je le sais. Et je le sais. Je le sais. Donc, alors on avait la dernière question à régler, qui était celle de monsieur Don, je ne me rappelle plus. C'était... On a dit qu'on allait finir par la vôtre. Pour gagner au loto? La dépendance sentimentale à la affective. Non, ça on a répondu. C'est monsieur derrière par rapport au jeu. On a tout répondu? Je pense, oui. Oui. Ça va pour l'instant, ça va. J'ai peur de basculer. Voilà, c'est ça, c'est le plus grand. Voilà, c'est ça, c'est le plus grand cadre. Alors, voilà. Par rapport au plus grand cadre, voilà. donc l'intuition qui vient, c'est que, est-ce que si en gros, vous dites que j'augmente mon cadre? Avant, je tournais à 100 € de perte de gain. Là, après, c'est 500, 500. Maintenant, c'est 1000, 1000. Voilà, quand je les gagne, je suis content. Quand je les perds, je me dis, voilà. Après, ça peut être 1500, 1500. Oui, non, mais voilà. Je tourne dans, voilà, c'est 2000 quand chaque fois je devais voyager. Je dis, je vais en gagner 4000. Je les repère. Après, je rentre dans 2000. Jusqu'à quand? Voilà, c'est tout. Mais là, j'ai compris que, bon, peut-être, il faut arrêter la peinture dans certains cadres. C'est possible aussi. Si vraiment vous avez envie d'arrêter, oui. Voilà. Ce que dit votre intuition est bonne. Après, vous pouvez aussi vous dire que je gagne 2000, je gagne 2000. Dès que je perds 50, j'arrête. Je ne suis pas obligé d'attendre d'avoir. Voilà. De perdre 2000. Le fait d'être conscient, d'agrandir son champ, oui. Quelque part, c'est quand même une prise de conscience. Une prise de conscience. Tout à fait. Donc, c'est déjà une bonne chose. Si. Et entreprendre quelque chose, c'est entreprise de conscience. Entre les prises de conscience. D'accord? Donc, quand vous entreprenez quelque chose, c'est entre les prises de conscience. C'est entreprendre. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette soirée de partage. Et un bon retour. Sinon, à dans 15 jours si vous le souhaitez.